Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Comme à chaque fois, on va évidemment parler de l'univers Sorare avec un invité qui viendra nous partager son parcours, sa stratégie, ses passions, son sujet de prédilection. Il nous racontera ses temps forts et moins forts et répondra avec moi à quelques-unes des questions posées sur le fil Twitter de Média Sorare. Et j'analyserai également, comme à l'habitude, une galerie d'un auditeur. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Stéphane, alias Foulek, qui est venu nous parler de ses débuts dans Sorare, mais surtout de son side game Sorare Mega, que tous les managers connaissent, et des futurs projets pour le jeu. Et aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir d'accueillir Maxime, alias Maxime HG, plus connu comme étant le créateur de la bible de tout manager Sorare, qui est bien entendu Sorare Data. Il nous racontera ses débuts très précoces dans le jeu, sa rencontre avec Nicolas Julia, la levée de fonds de $700 000 de Sorare Data, à quoi elle va servir, bref, un énorme programme en perspective. Salut Maxime. Salut Mehdi. Bah écoute, tout d'abord, vraiment, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je suis vraiment content de pouvoir accueillir le créateur de la bible de chaque manager aussi rapidement depuis le lancement du podcast. J'espère et je suis certain qu'on va passer un très bon moment et que ça sera une superbe émission pour tous les managers Sorare. Je sais pas si t'as déjà entendu les podcasts précédents. On a plusieurs rubriques et on commence déjà par la présentation de l'invité. Alors pour toi, ça a été un peu spécial. C'est un peu similaire à Stéphane de Sorare Mega où je vous invite, mais c'est surtout par rapport au side game. Mais en comparaison avec Stéphane Foulek de Sorare Mega, toi t'es vraiment un manager qui est très très actif. Et donc avant d'attaquer ça, est-ce que tu peux te présenter à la communauté qui doit certainement te connaître, mais un peu plus que ce qu'ils ont l'habitude de lire sur les réseaux et sur le net? Et bah du coup, je m'appelle Maxime Egenbourger, j'ai 27 ans. Et du coup, je suis ingénieur de formation. Je suis passé par le CR Hewlett Packard Enterprise et j'ai été CTO et associé d'une boîte qui s'appelle Blockchain Partner, qui a été rachetée par KPMG France en 2021. Et je suis un fan depuis ma tendre enfance, puisque j'ai vécu à Nantes pendant 10 ans, donc je suis un fan du FC Nantes depuis très longtemps, et donc dans le milieu crypto, blockchain, on va dire, depuis 6 ans à peu près. Et donc, quand j'ai vu Sorare, mes passions se sont un peu alliées entre mes compétences techniques et la possibilité de capitaliser sur mes connaissances footballistiques, alors qu'ils sont pas exceptionnelles, bien moins que certains, mais on va dire que je regarde beaucoup de matchs, etc. Et puis être un des premiers managers Sorare fait que on a pu avoir des bonnes opportunités au bon moment, clairement complètement différent de si quelqu'un rentrait aujourd'hui. Et donc voilà, et donc j'ai créé Sorare Data en juin, enfin j'ai lancé Sorare Data en juin 2020, et Sorare Data qui est maintenant une entreprise avec des employés qui a levé des fonds en septembre, qui a pour ambition d'être là. On va en parler un peu plus tard dans le détail, tout à fait. Dans la blockchain, dans le monde des cryptos depuis 6 ans, donc ça fait déjà un petit temps, donc tu t'es lancé dedans quand même assez jeune, t'avais quoi, 21 ans alors? Ouais, alors j'ai acheté des cryptos quand j'ai pu, au niveau de ma majorité à peu près, et j'ai acheté des bitcoins à l'époque dont j'ai pas fait très bon usage puisque j'ai acheté des lunettes de soleil avec, et ça c'est une anecdote qui est assez cuisante puisque aujourd'hui je pense que c'est les lunettes de soleil les plus claquées au sol que j'ai eu de ma vie, mais les plus chères que j'ai achetées. C'est clair. mais non, et en fait à l'époque moi j'essayais de convaincre ma famille et les gens qui autour de moi avaient de l'argent en leur disant mais acheter du bitcoin, vous comprenez pas la portée du truc et ce que ça va changer, c'est énorme. Et beaucoup de gens regrettent de pas avoir écouté le gamin un peu chelou qui leur dit mettez de l'argent dans le bitcoin, puisqu'ils auraient été largement multimillionnaires à cette époque-là. Et non, c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir un salaire puisque quand j'ai travaillé chez Hewlett Packard Enterprise, j'étais en alternance, et au CERN aussi j'étais payé. Et donc à ce moment-là, je me suis dit c'est le moment de prendre les choses en main vu que moi je suis en capacité de le faire. Et ça c'est 2016, et je commençais à miner de l'Ether à ce moment-là aussi. Mais vraiment après c'est fin 2016 début 2017 où j'ai commencé à me dire mais en fait moi je vais devenir ingénieur, je sais pas trop
que je veux faire après, mais ce dont je suis sûr, c'est que je veux pas être dans un environnement qui m'ennuie, faire comme tout le monde et aller dans des boîtes de consulting bateau type Soprasteria, etc. No offense pour tous ceux qui travaillent là-bas, mais moi c'est juste pas ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et je me suis dit j'ai des compétences techniques, la blockchain ça a l'air d'être un truc qui va évoluer dans le bon sens, autant me plonger là-dedans. Et donc j'ai trouvé un taf chez Blockchain Partner et j'ai gravi les échelons assez rapidement puisque c'est une startup et les startups c'est souvent les endroits où on peut faire sa place assez rapidement sans trop de contraintes si on se donne suffisamment. Et voilà, et depuis j'ai pas sorti la tête du seau, on va dire, depuis que je suis chez Blockchain Partner, puisque dès que j'ai terminé mon aventure là-bas, j'étais déjà full time sur Sorar donc voilà. Mais vraiment c'est un peu la vie pro, enfin je vais pas dire rêver parce que c'est pas toujours tout rose, mais c'est toujours un plaisir de mixer des secteurs dans lesquels on a envie de travailler et des passions, là le football et la technique en général. Et ton métier technique au niveau vraiment technique, tu l'as appris où directement chez KPMG ou bien tu as suivi une formation spéciale justement pour pouvoir développer des projets comme Sorar sur la blockchain, là c'est pas la blockchain mais l'utiliser API, etc. Ça demande quand même des compétences assez pointues. Ouais, alors tout ce qui est classique, je l'ai acquis pendant mon école d'ingénieur et les parcours associés à ma formation. Et après tout ce qui est blockchain, j'ai eu la chance chez Blockchain Partner quand je suis rentré de trouver des gens qui étaient déjà efficients sur les sujets, et après c'est bénéficier de leur savoir et construire là-dessus. Une fois que t'as les bases, en fait tu construis et tu te débrouilles un peu tout seul en fonction des projets qu'on va t'attribuer et sur lesquels tu vas travailler, et tu grandis. Et puis en fait je pense que un des trucs qui est vraiment intéressant avec cet écosystème, c'est que il y a tellement personne, on va dire relativement, alors encore plus en 2017, il y a tellement personne qui s'intéressait au sujet, à part des gens qui étaient là pour spéculer globalement, que il y avait vraiment des gaps énormes à prendre. Et donc en fait avec de la bonne volonté, j'ai envie de dire, tu pouvais vraiment monter assez facilement et tu pouvais vraiment être meilleur que les autres, puisque très peu de gens étaient sur le sujet. Et donc en plus quand c'est un sujet qui te passionne, en fait tu passes ton temps dessus. Enfin moi la première année chez Blockchain Partner, je pense qu'on peut dire que j'étais à la limite de mon physique et de mon moral, dans le sens tu comptais pas les heures. Voilà, je comptais pas les heures et j'étais juste dedans constamment. Et c'est pas bien physiquement et moralement, mais j'ai envie de dire c'est un peu la seule une des seules périodes de ta vie où tu peux faire ça, je pense. Et donc voilà, et aujourd'hui ça a payé parce que tout ça m'a permis de construire Sorar Data tout seul dès le début et de pouvoir justement créer ma propre boîte, etc. Ouais, c'est un monde passionnant qui est pas encore mainstream, même si on entend. Enfin, moi, personnellement, j'écoute de plus en plus de podcasts et qui touchent au Web 3. C'est vraiment vraiment passionnant et c'est clairement le futur. Mais pour revenir justement à ton début dans Sorar, tu disais les personnes autour de moi n'ont pas voulu écouter le jeune qui leur disait d'acheter des cryptos. Et est-ce qu'ils t'ont suivi, parce que là, t'étais un peu plus mûr, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'ils t'ont suivi dans l'épisode, dans l'aventure Sorar? Est-ce que t'as pu les convaincre? Eh écoute, c'est une très belle question et non, finalement non. Non plus. J'ai pas d'amis. Alors j'ai un de mes beaux-frères qui a acheté des cartes un peu sans me le dire, etc. Voilà, et j'ai mon père qui s'est intéressé à ça, mais sur le tard, c'est-à-dire qu'ils ont attendu, je pense, la validation du marché, c'est-à-dire les levées successives de Sorar, et de se dire il lève de l'argent pour Sorar Data. Je pense qu'il y a quand même un sujet, on va peut-être aller voir. mais tu vois, non, moi en fait je me suis vite enfermé entre guillemets dans ma communauté Sorar de gens français que je connaissais via Sorar. On a un petit Discord que j'avais créé au moment de Sorar Data avec des managers français. T'as Zuro, The Noob, Torque, enfin voilà, vraiment des gens qui sont là depuis le tout historique, ouais, tout à fait. Voilà, exactement. Et on est partis à Séville tous ensemble là pour aller voir le derby sévillan. Et en fait, je me suis pas dit je vais aller voir des gens de mon entourage, je vais leur dire acheter des cartes Sorar, c'est trop bien. Alors que avec le recul, il y avait 2-3 personnes qui auraient pu être intéressées, mais j'ai pas vraiment fait le taf en fait de me dire je vais aller convaincre ces gens-là. Moi, j'en ai un peu marre, très franchement, d'aller convaincre des gens. Je leur dis ouais, regarde. C'est ce que j'allais te dire. À mon avis, t'étais assez pas désabusé, mais assez négatif sur les réactions que tu pouvais avoir, quoi.
un peu vacciné, tu vois, et en plus, enfin, bon, et très franchement, quand j'ai dû annoncer à ma famille que je bossais là-dessus, enfin, sur Sorar Data, etc., et j'ai dû expliquer le concept, enfin, c'est très compliqué quand il y a des gens qui déjà comprennent pas vraiment la crypto. Alors, mes parents étaient plutôt bien formés sur la crypto, pour le coup, ils ont été formés pendant des années, et ils ont enfin compris, mais ce que je veux dire, c'est que des cartes Panini sur la blockchain, déjà, bon, tu t'intéresses pas au foot, ouais. T'es là, ouais, bon, de quoi tu me parles? Et donc, en plus, tu construis un truc là-dessus, mais on est où là? Donc il faut un peu le temps pour que tout le monde digère les choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je dirais jamais assez que je pense qu'on était des grands malades mentaux à l'époque de mettre, et c'est pour ça que je trouve que les gens qui ont acheté des Unicto, etc., et même des Super Arto, c'est pas un pari que j'ai fait moi à l'époque. Ben c'était un peu un pari de malade mental entre guillemets parce que et la probabilité que ce horaire explose, alors même si la narrative, si vite, les cartes de foot, ouais, alors si vite, c'est pas tant, enfin, que tu sois capable, en fait, je pense que si t'es capable de mettre des montants pareils, je pense que t'es capable de tanker 2-3 ans. Mais c'est vrai que l'explosion a été rapide, mais surtout de se dire, bon, je vais mettre ça, quand même un sacré paquet de blé. Enfin, quand t'achètes tes cartes contre de l'Ether et pas par carte bleue, tu renonces un peu au potentiel qu'a de monter, entre guillemets, qu'a l'Ether. Et donc, de le mettre dans des cartes de foot comme ça, il faut être quand même sacrément accroché et prendre un pari assez dingue. Et donc, c'est pour ça que ça a été rewardé pour ceux qui étaient là au tout début. Mais ouais, c'était vraiment, du coup, t'en parles à des gens à côté de toi, ils te prennent un peu comme pour un fou au début, quoi. Et puis au début, Sorare, enfin, faut se remettre dans le contexte. Sorare et Sorar Data, c'était des sites qui étaient austères. C'est des sites de développeurs, tu vois. C'est des sites où tu sens que bon, il y a pas un mec qui est dédié 100% à l'UX et à l'UI, etc. Et donc en plus c'était moins attrayant, etc. Et vraiment au tout début les jeux étaient sur le Discord, etc. Donc fallait vraiment s'accrocher, quoi. Ouais, c'est ce que un de mes invités, Tekoma, qui fait pas mal d'analyses très poussées sur l'écosystème Sorare, ouais, m'avait dit que les premiers managers alignaient les teams sur le Discord. Ouais. Mais j'ai une question que j'ai jamais posée en fait. Tu pourras certainement me répondre. L'achat des cartes au tout début, est-ce que ça se faisait exclusivement en Ether ou bien il y avait moyen aussi d'utiliser sa carte bleue pour les acheter? Alors moi j'ai jamais acheté de cartes par carte bleue, mais je pense que ça arrivait assez tôt parce que moi dans les discussions que j'ai toujours eues avec Nicolas et son équipe en early, c'était vraiment eux, ils étaient focalisés sur ramener la masse, et c'est pour ça que Sorare fonctionne aussi bien, et c'est pour ça que Sorare est pas du tout, je pense, un projet à mettre dans l'écosystème NFT comme on l'appelle aujourd'hui, parce que c'est tout de suite un produit qui se veut mainstream et qui se veut pas orienté gens qui traînent sur OpenSea toute la journée en gros. Et donc je pense que c'est arrivé assez tôt, mais vraiment au tout début mais je sais même pas si c'était pas Day One, mais je pense que si c'est pas Day One, c'est genre dans les 6 premiers mois, donc en 2019 ils ont autorisé la carte bleue, mais aussi je pense qu'ils ont dû lutter un peu avec les fournisseurs et leur expliquer ce qu'ils faisaient, etc., le lien avec la crypto, bref. Ça n'a pas dû être très simple, mais c'est arrivé assez vite. Mais au tout début, de toute manière, c'était pas le truc le plus intéressant parce que c'était principalement des gens qui venaient des écosystèmes crypto en général et qui avaient déjà de l'Ether et qui n'étaient pas forcément intéressés par payer en CB. Mais ouais, c'est arrivé très tôt. Mais c'est le témoignage d'une stratégie. C'est on veut que tout le monde vienne chez nous et que vous compreniez ce que c'est l'Ether ou pas. Venez, et payez par carte bleue si vous avez envie, payez par Ether si vous avez envie. Et c'est un truc qui fait la force qui est complexe, mais ça fait la force aussi du jeu, quoi. Et comment t'as connu Sorare? Du coup, Nicolas Julia, qui travaillait dans une boîte qui s'appelait Stratum, qui s'appelle toujours Stratum d'ailleurs, donc qui est une boîte qui était dans l'écosystème blockchain parisien, on va dire. Et l'écosystème blockchain parisien étant très petit à l'époque, donc on est en 2018, on entend qu'ils commencent à travailler sur un jeu, Sorare, etc. en 2018. Et en 2019, nous, on les appelle parce que ils commencent à travailler sur Loom, qui était une techno qui nous intéressait. Et donc on a eu un petit call avec Adrien en lui disant ouais, qu'est-ce que tu fais, etc. C'est intéressant. Et puis Nicolas, il avait des gens qui pouvaient targeter de manière assez simple dans l'écosystème français pour dire hey, regarde, je fais ce jeu, tu veux un compte, viens essayer, etc. Et donc j'ai connu Sorare comme ça, et puis ils ont organisé quelques VR after work après dans l'écosystème qui était sympa, donc on a sympathisé comme ça, et voilà. Et vraiment c'était t'étais directement accroché, quoi, ça te parlait tout de suite avec ta passion de foot, non? Non, très franchement, j'ai mis mon premier virement chez Sorare, c'était 001 ETH. Et à l'époque, 001 ETH, ça valait vraiment que dalle. Et c'était vraiment histoire de, tu vois.
voir comment ça fonctionnait, etc. Et j'ai dû acheter 3-4 cartes. Et il y avait une promo à l'époque, ça vous le verrez plus jamais, mais c'était vraiment les toutes premières promos. Et je pense qu'ils en ont plus fait beaucoup après. C'était si t'achètes pendant la Power Hour, je sais pas, 5 cartes ou un truc comme ça, on t'offre une super rare. Alors ouais, j'ai fait, bien sûr. Et j'ai eu Sébastien Borno qui joue en Bundesliga aujourd'hui, mais qui était à Anderlecht à l'époque en super rare, et que j'ai vendu à Zuro pour un prix dérisoire, bien évidemment, puisque lui, il savait très bien quel deal prendre à ce moment-là, et moi pas du tout. Et donc ouais, c'est ça qui m'a un peu mis dedans, et c'est vraiment après, je sais pas, j'ai réfléchi cet été-là et je me suis dit non mais il y a un truc, et je suis arrivé avec mon Excel. Le fin juillet, début août, il sortait les cartes de JPL 2019. Et là, je me suis dit, je vais tryhard. Et j'ai sorti mon Excel, je suis allé sur Transfermarkt, j'ai fait, vas-y, je connais rien au football belge, on va voir ce que ça donne. Et j'ai acheté Mbokani, des trucs comme ça. Mais très marrant, j'ai pas fait tant de moves mauvais que ça à l'époque. Mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Bah, tes passions, on l'a compris, c'est les Canaries du FC Nantes, la crypto, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Enfin, moi, j'aime le sport en général, hein, je suis un gros, tu vois, je supporte une équipe de foot US depuis 10 ans à peu près, et d'ailleurs j'espère que la NFL arrivera un de ces 4 sur Sorare. C'est quelle équipe? C'est les Los Angeles Chargers. En plus, c'est vraiment une équipe que personne ne soutient, et ça me fait encore plus plaisir de les soutenir. Et j'adorerais, tu vas faire un Super Bowl le jour où ils y vont. Mais non, sinon j'ai des passions assez classiques. J'ai écouté énormément de musique, etc. Mais sinon le football et Sorare et la crypto me prennent tellement de temps que j'ai pas trop le temps de faire autre chose. De faire autre chose, ouais. Tes débuts, t'en as parlé un peu. T'avais une stratégie, bon, pas au début parce que tu hésitais un peu, mais à partir du moment où t'as décidé d'acheter des cartes JPL, etc., est-ce que t'avais déjà plus ou moins une stratégie en tant que manager ou pas du tout? Bah alors, en fait, à l'époque, donc, il y avait pas sur Ardata, et il y avait pas de données du tout, en fait. Genre, il y avait rien. Tu savais même pas trop comment les mecs ils scoraient. Enfin, si tu savais, mais tu te posais pas trop la question. Sur le site, il y avait même pas de moyenne des gens, tu vois, genre, c'est vraiment à l'instinct au tout début. Mais ils avaient déjà un contrat avec Copta. Ouais, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, aujourd'hui, sur Sorare, quand t'as une enchère d'une carte, en dessous, t'as le last five average, en gros. Tout à fait, ouais. Ça n'est apparu que très tard. Donc c'est soit tu faisais appel à ta mémoire pour dire ah ouais ce mec là il avait plutôt bien scoré, soit t'y allais un peu à l'instinct quoi. Et donc non, au début je faisais, puisque moi je connaissais rien au football belge, je faisais un peu je faisais le lien avec la valeur marché de Transfermarkt, puisque ça c'est un truc qui est plus ou moins inamovible si je puis dire. Si un mec a une valeur marché haute, ça veut probablement dire qu'il a du potentiel, ou en tout cas que le marché voit un potentiel dedans. Mais bon, on sait très bien maintenant aujourd'hui que valeur marché Transfermarkt c'est très bien, mais bon à la fin tu veux des points SO5 et que ça score ou pas voilà. Il y a des gens qui ont une valeur marché très naze pour un tas de raisons et qui sont très bons sur Sorare. Tu prends Morioka, je suis sûr que sa valeur marché elle est ridicule par rapport à certains. Je vais te dire, tiens, je vais regarder ça. Et donc en fait c'était pas vraiment la meilleure stratégie, tu vois. Transfermarkt le met à 2,20 millions. Donc ça aurait été pas forcément un mec que j'aurais vu au début. Et après en fait quand les clubs européens ont commencé à arriver, France, Nantes a été un des premiers clubs français à arriver, c'était un grand plaisir ça, avec Lille et Saint-Étienne et Lyon surtout. Et là je me suis dit bon on va acheter que des blue chips, c'est-à-dire c'est des cartes, on est sûr que voilà, c'est des valeurs sûres, c'est du Kimmich, c'est quand le Bayern est sorti, je suis allé sur Kimmich, sur Goretzka, sur Gnabry, sur Sané, c'est ce genre de mec où alors là tu peux te dire t'as dû braquer la banque à ce moment-là, mais en fait à l'époque c'était ridicule les prix par rapport à aujourd'hui. Même en Ether, parce que bon les mais en Ether, pas évidemment bon, après, pas le cours d'aujourd'hui. Mais ouais, vraiment quand ça s'est accéléré niveau galerie, moi l'Ether ça valait 100, 200 euros. Donc moi j'ai un passé où j'ai pu voir l'Ether depuis 2017. Donc voilà. Il était à $20. Sans aller trop dans les détails à ce niveau-là, c'était quand même beaucoup plus simple pour les gens à ce moment-là d'acquérir des cartes. Parce que même si tu vois ton abri, tu le payes 0,7,
en Ether à l'époque, c'était, enfin, la conversion en euros, c'est 70 balles. Aujourd'hui, t'as rien pour 70 balles. C'est clair. Donc voilà, ça a été beaucoup plus simple à faire, mais donc la stratégie, elle était assez simple, ça. Et puis aller sur des U23 avec potentiel, c'est-à-dire des gens qui sont reconnus, pas, tu vois, le U23 que personne ne connaît et tu te dis, tu prends un long shot. Tu vois, même là encore aujourd'hui, je suis allé sur Musiala il y a pas très longtemps, sur ADIMI aussi hier. C'est ces genres de mecs, ils ont au pire, ils sont U23 pendant 4-5 ans, ou 7 ans. Ouais, même plus, ouais. Voilà, donc t'es là en mode bon, au pire je le joue en U23 pendant 5 ans, et puis ça marchera très bien. Et puis en fait, moi je vois surtout les cartes sur un aspect yield, donc sur un aspect farming plutôt qu'un aspect achat-revente. En fait, je pense que quand t'as une petite galerie et tu cherches à achat-revente justement pour ensuite pouvoir atteindre les cartes qui te permettent d'avoir ce yield et ces récompenses assez régulières. Mais bon, vu que nous, globalement, les managers de base, on va dire, on a bénéficié de cet early access, on n'a pas trop ce problème-là. Et donc, moi, l'intérêt, c'est d'être ultra compétitif en SO5 et donc d'acheter les cartes qui me rendent compétitif en SO5. Quoi. Et ton objectif, c'était au début, donc à partir du moment où tu sentais que Sorare avait un bel avenir devant lui, c'était quoi ? C'est faire du farming d'Ether, essayer de, grâce à ce système de SO5, d'empiler les Ethers ? Alors pas des Ethers, mais plus des cartes. J'ai un belief assez fort dans les cartes rares et au-dessus. Même dans les cartes limitées, on pourra en parler plus tard, mais j'ai un belief assez fort là-dessus. Et donc je me dis, tu vois, si tu vas sur ma galerie et sur Data, si tu vois les cartes que j'ai revendues... J'allais justement y venir, mais vas-y, je te Les cartes que j'ai revendues en reward, c'est très peu. Et en fait, moi je me dis, je hold... Et je me dis, il y a forcément un moment où ces cartes-là, en fait, soit elles vont valoir un truc qui va être intéressant, et puis de toute manière, c'est gratos entre guillemets, donc je peux les garder, quoi. Soit je les utilise clairement pour du yield et gagner plus de cartes, etc. Et en fait, je me dis pas, j'ai pour objectif, tu vois. Alors moi, je respecte énormément Zenoub parce que lui, il en fait son métier plus ou moins, ça, genre vraiment, il a un besoin de gagner des cartes, quoi. Ou gagner des rewards parce que il vit comme ça. Mais moi je suis pas du tout dans cette perspective là. Je me dis si je gagne des cartes c'est très bien, je les garde, et puis si je vois une bonne opportunité sur le marché je les vends, et puis ça me permet d'acheter autre chose. Mais voilà, je suis pas un stressé de ma galerie, je mets pas en vente mes cartes tout le temps, toutes les 48 heures, etc. Tout va bien à ce niveau là. Moi mon objectif c'est juste d'être compétitif, et donc et j'imagine qu'avec les cartes actuellement je le suis suffisamment. Et s'il y a d'autres ligues qui sont ajoutées et que je vois que je suis de moins en moins compétitif, là, j'essaierai de vendre et de faire en sorte d'en avoir de meilleurs, quoi. Et pour en revenir justement à ta galerie, donc tu t'es inscrit, c'est facile, hein, c'est sur ton site, le 19 mars 2019, donc ça fait quasiment 3 ans, et tu as au jour d'aujourd'hui quasiment 400 cartes. T'as 71 limited, 273 rares, 48 super rares et une unique. Le latest roster valuation, c'est 123,62 Ether, donc 430 000 $. Tant que je t'ai là maintenant comme invité, j'ai remarqué quand tu vas sur Manager Stat que tu descends, donc là tu as l'évolution du graphe jour par jour, et la valeur est légèrement différente à à l'évaluation qu'il y a sur ton Sorare Data principal. Donc là si je regarde le graphe au 6 janvier, ta galerie vaut 121 Ether, tandis que sur le normal c'est 123 Ether. Quelle est la donnée qu'on doit regarder en premier? Alors en fait le graphe c'est 1 month, donc ça veut dire que je prends que c'est un vieux graphe, hein. Il a pas été changé depuis des années. Je peux dire des années puisqu'on est en 2022. Mais non, oui, c'est la moyenne en fait c'est l'addition de toutes tes cartes, de leur valeur sur un mois, tandis que la latest roster valuation c'est la valorisation la plus récente pour toutes tes cartes. Donc c'est-à-dire c'était une carte qui a été vendue hier, on va prendre la valo d'hier, tandis que sur le graphe on va prendre la valo de la moyenne du dernier mois. C'est juste que en fait la valo actuelle elle est beaucoup plus compliquée parce que tu vois tu vas pouvoir refresh au cours de la journée, elle va évoluer vraiment tout le temps.
Ouais, dépendant du cours de l'Ether et du prix auquel se vendent les cartes qui sont mises au fur et à mesure aux enchères ou sur le second marché. Ouais, tout à fait. Et en fait, j'en profite parce que c'est un sujet vraiment intéressant et que peut-être tout le monde ne connaît pas forcément. C'est que pour valoriser une carte, c'est assez simple. On va prendre donc on va prendre le minimum entre la dernière valeur, enfin la meilleure offre sur le marché. Donc si quelqu'un met, je sais pas, un Morioka pour 1 Ether par exemple. Donc on va prendre ce minimum entre donc la meilleure offre sur le marché et l'historique le plus récent, c'est-à-dire la moyenne historique la plus récente. Par exemple, il y a un Morioka sur le marché à 1 Ether, mais par contre il a été vendu pour 1,2 Ether hier, sa valorisation ça va être 1 Ether. Parce que aujourd'hui quelqu'un peut cliquer sur j'achète Morioka et pour 1 Ether. Et donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est vendeur à ce prix-là. Donc c'est probablement une valorisation qui est plus accurate que la dernière vente qui a eu lieu. Et donc ça en fait, toutes ces associations de données, donc la somme de toutes ces données pour chacune des cartes de ton roster va donner la valuation de ton roster. Et il faut bien comprendre aussi que 123 et quelques Ether, la conversion en dollars, ça n'est pas une conversion en dollars. C'est que on va prendre les mêmes données mais en dollars cette fois-ci. Donc ça veut dire que s'il y a eu des fluctuations en Ether, du prix de l'Ether face au dollar, si tu as une carte qui a été vendue il y a un mois par exemple, on va prendre son prix à ce moment-là en dollars. Et donc ça veut dire que le prix en dollars, il n'est pas dépendant de l'Ether, c'est pas une conversion. Okay. Et c'est pour ça que peut y avoir des différences assez grandes entre la conversion de l'Ether en dollars et le prix qu'on montre en dollars, et qui en fait le prix qu'on montre plus précis qu'une simple conversion. Ça a le mérite d'éclair, ça m'éclaircit, ça éclaircit aussi beaucoup de managers. Pour en revenir justement à ta galerie, donc tu as gagné 300 rewards tout rond depuis le début, tu as gagné aussi 4 fois un championnat. Vu le nombre de cartes, 400 cartes, là tu stacks clairement. Ton objectif, tes objectifs actuels, tu nous l'as dit, c'est être le plus compétitif sur un maximum de divisions. Et objectif futur, c'est quoi? Au niveau de en tant que manager Sora, je parle pas, on n'est pas encore dans Sora Data. Ouais. Non, mais moi je suis attiré par les chiffres ronds et si on peut aller au milieu. C'est chiffres. Non, mais en vrai, je dis ça pour rigoler un peu, mais. C'est tout à fait possible, hein. Oui, c'est pas impossible. Et puis, ça ouvre un peu la discussion sur les limited. À mon sens, c'est que moi, je suis allé très tôt sur les limited parce que j'ai beaucoup ri quand j'ai vu les prix hilarants au tout début des limited. Pour moi, ça me semblait hilarant de voir que c'était aussi peu cher. Et je suis arrivé avant la grosse vague qui n'a eu aucun sens. Par contre, celle-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de FOMO. Les gens se sont dit, mais en fait, c'est pas cher, faut que j'aille dessus. Et du coup, ils se sont retrouvés à payer un peu énormément. À l'époque. Ouais. Et en fait, j'ai acheté des cartes qui, moi, en fait, me faisaient kiffer parce que je les avais pas en rare la plupart du temps, ou des cartes vraiment intéressantes que j'avais déjà en rare. Donc j'ai acheté une Morioka pour un prix, j'étais là en mode mais attendez, vous me le donnez en fait là. Attends, je vais te retrouver ça, mais donc j'ai acheté Morioka pour 0,95 à l'époque, et donc là aujourd'hui ça vaut à peu près 0,2. J'ai acheté quoi? J'ai acheté aussi Mihailovic en MLS. J'ai acheté Gorarian. Ça c'était mes midfielders. J'ai acheté mon Messi, ça j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais tu vois, j'ai acheté Cezinha qui me semblait être une carte rare énorme que j'ai jamais réussi à avoir. J'ai acheté Carlson, Ito, Bou. Et en fait, et Sinistera aussi qui est une très belle carte mais qui est très chère en rare. Et j'ai acheté Boskagli. Carlson à 0,048 aussi. Qui est vraiment, c'était une belle affaire. Pour rien du tout. J'ai acheté Boskagli, Senesi et Sakai. Et en fait, tu vois, avec ça, et puis Gomez Andrade en MLS, et en fait, avec ça, je me suis dit, en fait, je vais faire mes line-up. Et au début, il y avait très peu de gens qui avaient des line-up complètes, et je me suis dit, en fait, ces line-up-là, elles vont gagner, c'est obligé, ça va gagner des trucs. Puis j'avais acheté 2-3 goalkeepers pas très chers non plus. Et en fait, j'ai littéralement acheté, j'ai fait le compte l'autre jour, donc tu vois, j'ai 71 limited, et j'ai gagné 46 limited. Et j'ai littéralement farmé ces 46 limited avec le peu de cartes que j'ai achetées au début. Et après, tu gagnes des cartes supplémentaires, et puis t'as plus de choix, et puis voilà. J'ai dû racheter un peu des goalkeepers parce que j'étais un peu short là-dessus. Mais à part ça, en vrai, voilà, j'ai farmé là-dessus. Et j'ai trouvé ça un peu dommage au début des limited que les gens voient pas vraiment cette opportunité-là et se disent ouais, c'est déjà trop cher, ou je suis pas convaincu, etc. Et moi, j'ai une croyance assez forte, je me plante probablement, mais j'espère pas me planter, c'est de me dire les limited dans 3 ans, c'est les rares d'aujourd'hui, dans le sens où t'auras une scarcity supplémentaire et que du coup les gens voudront leur limited, tu vois.
très très intéressant. J'ai échangé aussi avec pas mal de managers il y a plusieurs opinions, il y a plusieurs façons de voir les choses. J'ai un bon pote TT17 qui était mon premier invité sur le podcast, qui lui y croit aussi, et il me dit Mehdi, d'ici 1 an, 2 ans, il est très très optimiste aussi. Il me dit voilà, il y aura une nouvelle rareté parce que il y aura plein de nouveaux managers, donc il y en a d'autres aussi qui pensent la même chose. Je suis content aussi d'entendre que tu penses la même chose. Écoute, moi j'ai beaucoup hésité personnellement parce que je me dis j'ai déjà beaucoup de cartes rares et ça prend énormément de temps de composer tes équipes vraiment pour être quand on fait quelque chose, on aime bien le faire. Ouais. Donc ça prend du temps, etc. Mais finalement, voilà, je me suis décidé il y a pas très longtemps de commencer. Alors j'ai pas encore fait des achats, je suis en train de faire des listes et tout des joueurs que je vais prendre, mais je vais aussi me lancer dedans parce qu'effectivement, vu la notoriété et que Sorare n'a pas encore vraiment lancé son plan marketing, je pense que ça va attirer énormément de joueurs. Il y a un graphe que je regarde très régulièrement sur ton site, sur Sorare Data, c'est le chart avec l'évolution du nombre de managers qui achètent, qui possèdent ou qui ont acheté au moins une carte. Pour moi, c'est un peu, je prends ça pour mon baromètre. Je suis pas le seul manager à prendre ça aussi un baromètre, voir un peu comment évolue le jeu. Là, au jour d'aujourd'hui, on est quasiment à 80 000, à 77 000, et ça continue de bien grimper. Et je pense effectivement, à partir du moment où Sorare va lancer le plan marketing, ce nombre-là risque, je l'espère, on l'espère tous, je pense, d'exploser. Ouais, je sais pas. Enfin, je suis curieux de voir comment ça va fonctionner. Moi, je sais que j'ai déjà vu des pubs Sorare passer de temps en temps sur YouTube, etc. Marrant. Ouais, moi aussi, mais c'est pas grand chose pour le moment. Oui, mais bien sûr. Mais quand on était en Espagne, justement, avec les managers Sorare, on a eu des pubs Sorare. Et puis, t'as les pubs aussi autour des stades de Liga, etc. Mais ouais. J'ai vu des gens qui parlaient de Sorare qui sponsorise des clubs, etc. Je suis pas sûr qu'on arrivera à ça parce que Sorare, s'il sponsorise un club en particulier, je trouverais ça un peu bizarre, entre guillemets, vu qu'ils vendent des cartes de tout le monde. Mais oui, il y a un potentiel fou. Il y a aucun sujet là-dessus. J'en suis le premier convaincu parce que j'ai construit une boîte dessus, donc j'ai cette croyance aussi. Mais enfin, je suis incapable de dire un timing, tu vois, de quand est-ce qu'on aura 1 million d'utilisateurs typiquement. Ouais. Et je pense bien malin celui qui timera ça correctement. Et tu penses qu'on l'atteindra ? On s'en fout du timing, mais... En fait, je me dis surtout, on a toujours vécu dans un monde où Sorare gagnait des utilisateurs chaque jour. Et donc, en fait, je me dis, est-ce qu'un jour ça s'arrêtera déjà ? Et quand ça s'arrêtera, quelles seront les dynamiques et qu'est-ce qui se passera ? Et donc ça, c'est assez intéressant. Mais en fait, le déclencheur au 1 million, c'est... on a toutes les ligues européennes top 5. Et sans ça, c'est un peu compliqué, je pense, d'aller all-in sur du marketing parce que tu vas avoir des gens qui vont arriver, qui viennent de FIFA, etc. Bon, il y a beaucoup de gens qui viennent de FIFA aujourd'hui, mais qui sont là en mode « Ok, mais la PL, elle est où ? Ok, mais mon club, il est où ?» etc. Et je pense que la PL, notamment, donc la première ligue anglaise, c'est un maillon important. Ouais, parce que moi, je réalisais pas trop. Moi, je suis pas trop... Première ligue, je suis pas de club que je regarde particulièrement. J'en parlais avec quelqu'un l'autre jour qui me disait mais tu te rends pas compte à quel point c'est le championnat le plus suivi au monde et qu'il y a tellement de gens qui attendent ça impatiemment. Pour moi, c'est tant qu'il y a pas ça, on peut rester tranquillement dans une croissance correcte, très très belle, mais organique, sans explosion, sans nouvelle explosion comme on a connu au mois de février, quoi. Ouais, tout à fait. Pour terminer tes objectifs, tu parlais justement du million en tant que manager. Si jamais ça atteint, est-ce que tu as prévu de faire quelque chose ou d'agir par rapport à ce target ou non? Tu te dis tant mieux, on continue comme ça et Ouais, alors non, j'ai pas prévu quoi que ce soit. Mais en vrai, j'ai envie de te dire, je pensais pas être à ce niveau-là aujourd'hui. C'est toujours des projections, tu te dis c'est possible, mais bon, tu t'y crois qu'à moitié, tu le croiras quand tu le verras, quoi. C'est clair. Même quand on le verra, ça restera virtuel aussi. Enfin, pas. Ouais, non mais alors il y a sorti, ça, tant qu'on n'a pas vendu, voilà. C'est un très bon point, c'est que aujourd'hui vendre une galerie Sorare, c'est bon. Merci à tous, c'est très sympa, mais c'est insupportable. Alors déjà, t'as un problème majeur, c'est que
tu peux pas vendre plus de 10 cartes à la fois. Ce qui je trouve, et moi j'aurais déjà dit qu'il devrait avoir un truc qui permette de le faire, mais bon je comprends que ce soit pas une priorité, mais tu vois c'est déjà un ralentisseur fort des ventes de galeries, parce que tu vois, tu veux vendre ta galerie, c'est extrêmement compliqué de le faire si t'as genre 100 cartes. Parce que faut que tu t'assures que le mec il t'envoie bien l'Ether, vu que tu dois faire le transfert en 10 fois, etc. Donc atroce. Je pense que vendre une galerie Sorare, c'est un plein temps pendant 2-3 mois si tu veux pas. C'est ce que fait tout le Powell Trader que tout le monde connaît. Voilà. C'est vrai qu'il rachète pas mal de galeries, et pour avoir suivi une transaction, parce que il y a eu un article qui a été fait sur Media Sorare avec il s'appelle Jeroen Otten. C'est un Néerlandais qui a vendu sa galerie et qui valait un peu plus de 20 hectares, et grâce à ça, il a pu financer l'achat de sa maison. Il a dû le faire en je sais pas combien de fois. Et effectivement, c'était très très fastidieux. Et, c'est un boulot temps plein, mais Powell, à mon avis, ils doivent être plusieurs quand même dans le Powell Trader. Je pense vraiment que c'est un boulot un full-time job, quoi. Ouais, non, mais c'est certain. Et bon, je pense qu'il doit avoir une méthode pour faire ça. Mais en fait, moi, ce que j'aime pas dans ce genre de choses, c'est que t'as un déséquilibre. Parce que le mec, il a sa réputation, parce que le mec, ou les mecs et les filles, enfin bref, cet ensemble de personnes. On a compris. Tu vois, moi j'ai beaucoup de mal avec les évaluations de galeries. Alors, Sorare Data fait son maximum pour donner un truc accurate, mais il y a des gens qui te disent je veux pas en dessous de ma valo Sorare Data. Il y a des gens qui te disent je veux 120% de la valo. T'as des acheteurs qui te disent j'achète pas plus de 80% de la valo. Moi, si je dois donner un conseil, alors là, en fait, pour moi, si t'as une galerie de limited et de rares, c'est une très bonne métrique. La métrique Sorare Data, elle te donne un truc assez précis parce qu'il y a de la liquidité sur ces cartes-là. C'est ce que j'allais te dire. Pour les uniques, c'est beaucoup plus compliqué par contre. Voilà, et il faut quand même vérifier si t'as pas des cartes qui n'ont pas été vendues depuis un certain temps, et évaluer ces cartes un peu de manière manuelle. Et normalement, Sorare Data, sur ces galeries-là, te donne un truc assez correct. Quand t'as des super rares, ça commence déjà à être un peu compliqué, mais il y a quand même un peu plus de liquidité sur ces cartes-là, donc faut juste vérifier que ces cartes-là, elles sont pas évaluées de manière incorrecte. Et sur les uniques, là, faut le faire à la main, et il faut faire carte par carte, dire, je pense que cette carte, elle vaut ça. Et donc, si tu dois faire un deal là-dessus, ça prend énormément de temps, faut aligner les perspectives sur tellement de cartes, pour arriver un chiffre qui correspond à tout le monde. Donc en fait, c'est pas juste la valo Sorare Data. Genre, faut s'aider largement du roster price Sorare Data pour établir des bases, mais après, sur des galeries qui ont des cartes un peu rares, il faut prendre du temps, quoi. Et donc c'est pour ça que je te dis, tu vois, si une galerie comme Universo, Nadot ou je sais pas, Zuro devait être vendue, le truc prendrait 6 mois, quoi. Je pense aussi. Et donc voilà, donc le chiffre que te montre Sorare Data, faut le prendre aussi avec un peu de recul et se dire, bon, j'ai encore un peu de taf avant d'arriver à ce chiffre-là, mais c'est accessible, quoi. Ouais. Et puis il y a cette histoire aussi de coefficient. Ça c'est plus entre managers. Ah tiens, moi j'évalue par exemple le coefficient rare, super rare. Avant c'était c'est x2 quand la super rare n'a pas vraiment d'utilité. Ce qui est le cas pour beaucoup de cartes à l'heure actuelle. Jusqu'à x5 pour les top joueurs. Mais avec l'arrivée de nouvelles baleines dans le jeu dernièrement, on voit finalement que les top joueurs, c'est pas étonnant de voir un coefficient qui est bien supérieur au x5, et entre les limited et les rares, là par contre c'était x10 à un moment donné, c'était x5, puis c'est descendu à x10, et puis là ça remonte, c'est-à-dire que le coefficient maintenant est quand même de nouveau inférieur, mais c'est vrai que c'est aléatoire, tout dépend des joueurs, de la forme du joueur, de l'âge du joueur, il y a tout plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai que moi je me suis, rationnellement et logiquement, je me suis toujours dit il doit y avoir un coefficient entre les différentes scarcity, mais en réalité pas du tout. Je pense faut pas raisonner comme ça. Les cartes, elles sont pricées de manière tellement différente à chaque fois. Des fois sur des cartes rares ou sur des cartes limited, il y a des mecs qui font juste le pricing. Genre vraiment, il y a des mecs qui font le marché, qui mettent les bids, qui ont tellement de cartes qui font le marché. Et puis la différence rare, super rare, il y a tellement pas de liquidité sur les super rares que c'est très compliqué d'avoir un coefficient qui soit correct. Et en plus, vu qu'on est sur des enchères, et qu'il y a un 10% d'incrément à chaque fois, quand on monte dans les prix rapidement, ça peut faire des différences de prix qui sont assez colossales. Et puis pour moi, le marché des super rares et des uniques, c'est un marché différent qui concerne les 100-200 personnes activement, on va dire, peut-être un peu plus.
mais c'est des gens qui jouent entre eux et que tu vois les divisions à unique et même divisions super rares, c'est une clique très fermée et c'est eux qui se débrouillent entre eux, j'ai envie de dire. Et puis moi je mets ma line-up super rare, on sait jamais, j'appelle ça la cour des miracles, en mode je mets des joueurs nantais et allez, si on joue Saint-Etienne, il y a peut-être un moyen. Merci, moi je suis pour les Verts, merde alors. Bah ouais, désolé hein, mais bah ouais, non, à mais l'heure actuelle c'est le meilleur là, match. Je sais même pas s'il battrait le Berscott en Belgique, donc. Si. Mais j'ai vu que Bernardoni est arrivé hier, j'ai pas compris pourquoi, mais super, c'est un bon gardien. Ouais, je trouve aussi. On verra ce que ça a donné, si un miracle aura lieu ou pas. Et pour revenir juste au pricing, il y a l'effet inverse aussi. Tous les managers connaissent la hantise de se rater dans le pricing et que des bots comme Bellona, par exemple, en profitent. Et là, directement, tu as la valeur de ta galerie. Quand par exemple, t'as un joueur qui est concerné, ta valeur de galerie diminue un peu. Dire ah ouais, mais mince, tel joueur valait un Ether et finalement ou 0,1, elle est partie au 10e du prix parce qu'il s'est trompé sur la virgule. Ouais. Et là aussi, parfois, c'est des sujets à discussion entre managers qui veulent conclure un deal en disant bah non, mais regarde, c'est. Non mais ça c'est un bon baromètre, mais voilà, il y a des discussions après. Moi. J'ai eu beaucoup de discussions souvent animées sur est-ce qu'il faut... Donc Sorare Data ne montre que des moyennes d'enchères et d'offres publiques, donc sur le marché public, pas des offres directes. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait les offres directes pourraient manipuler trop facilement ces valeurs, puisque en fait si nous deux on s'accorde pour dire par exemple Maximenko, le gardien du Spartak qui joue plus, on veut faire tomber son prix à 0,01 par exemple pour une rare, et si toi t'as une Maximenko, moi je te la paye et je te fais descendre la moyenne petit à petit, ou je la fais descendre violemment d'un coup. Bref, on est capable de s'entendre et en faisant des offres directes faire tomber une valorisation. Et donc c'est pour ça que sur Sorare Data vous verrez que des offres publiques, parce que en fait ce qui peut être manipulé c'est plutôt vers le haut, c'est-à-dire que si toi t'as envie de faire pumper le prix d'un Maximenko, tu vas t'entendre avec un pote pour dire je vais le mettre sur le marché secondaire à un Ether, tu vas l'acheter, etc. Mais même ça c'est contré par le fait que on prend le minimum de cette valeur là et de la meilleure offre sur le marché, et donc en fait ça c'est contré assez facilement. Mais donc quand il y a des erreurs de décimales, alors aujourd'hui ça arrive presque plus, ils ont fait le taf et franchement bravo à eux, on y est arrivé. Il faut regarder, il faut se dire ok c'est quoi, je vais voir le price graph, c'était quoi les prix avant, et puis je vais discuter. Mais moi j'encourage tout le monde à déjà pas prendre de décision juste sur un chiffre, de regarder, de prendre son temps, et puis je suis sûr que si vous négociez avec des personnes qui sont raisonnables, vous arriverez à un prix raisonnable tous ensemble. Ouais, je pense également. Bon, on a attaqué déjà Sorare Data, Maxime, le thème de prédilection. Je vais quand même poser le cadre vraiment pour attaquer le vif du sujet et se concentrer uniquement sur Sorare Data. Tu me corriges après si je me trompe. Levée de fonds en début de l'automne de $700,000, donc plus ou moins 590 000 € auprès de Seedcamp, qui faisait partie des premiers investisseurs de Sorare. Kima Ventures, même chose, donc aussi faisait partie des premiers investisseurs de Sorare, et Signal Labs. Et j'ai également lu que Sorare avait également participé à cette nouvelle levée de fonds. Tout à fait. Donc là, j'ai pas dit de bêtises. Non, tout est juste. Par rapport à Sorare, justement, étant donné qu'ils sont partis maintenant des investisseurs. Bon, si j'ai bien compris, ils sont, je vais pas dire minimes par rapport aux trois autres, mais ils font pas partie des plus gros investisseurs de cette levée de fonds. Ils sont au même rang qu'à peu près tout le monde. En fait, une levée de fonds, et t'as un fonds qui lead, donc qui met un ticket supérieur aux autres, et après t'as des gens qui suivent. Donc là t'as cité donc Seedcamp, c'est le fonds qui a lead. Moi, je veux juste dire à quel point je suis heureux d'avoir ce fonds avec moi. Je le passe au passage, mais vraiment si Siam m'écoute, je suis reconnaissant de ça. Donc après t'as Signal Labs qui est le fondateur, c'est un des cofondateurs de Ledger, Thomas France, qui est un manager Sorare qui a une valo similaire à la mienne. D'ailleurs c'est un peu la course, et donc Kima Ventures qui est le fonds de Xavier Niel, et Sorare,
Donc en tant qu'entreprise, alors j'ai lu à des endroits que c'était Nicolas Julia et Adrien Montfort qui avaient investi personnellement, mais c'est bien la société Sorare qui a investi et pas les fondateurs. Comment est-ce que tu t'es pris pour cette levée de fonds? Bah écoute, je vais pas trop trahir, enfin je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire, mais en fait en juin, alors moi j'étais toujours employé donc nouvellement chez KPMG, donc vu que Blockchain Partner avait été racheté, et moi j'étais un peu en train de me dire bon qu'est-ce que je vais faire de ce truc quoi. Et il y avait plusieurs solutions, c'est-à-dire soit je continue un peu en side à passer mes nuits là-dessus, etc. Mais je sentais bien que c'était un truc qui m'excitait plus que mon taf actuel, parce que ça faisait 4 ans bientôt que j'étais dans mon taf actuel, et puis se renouveler c'est pas forcément toujours très simple. Donc voilà, continuer en side, mais bon pas ouf. Vendre le truc. Enfin voilà, je me suis posé la question, j'ai demandé à des gens s'ils étaient intéressés, voir le truc, voir comment ça fonctionnait. Voilà, j'ai écouté, je me suis posé la question, et puis... tu l'as proposé à Sorare aussi Non, je suis pas allé proposer à Sorare. T'as juste réfléchi, c'est resté au stade... Non, mais j'ai écouté des gens qui pouvaient être intéressés, et qui m'ont fait plus ou moins des offres préliminaires. Mais voilà, je me suis dit, en fait, je peux aller tellement plus loin, je peux faire tellement des trucs un peu plus big avec ça. Ça serait dommage de s'arrêter là. Et en parallèle, j'ai mené des conversations avec des gens justement pour faire une levée de fonds. Et donc vraiment c'était une période compliquée psychologiquement pour moi parce que et à ce moment-là j'ai rien release d'ailleurs sur Sorare Data, c'était dramatique. Et parce que en fait moi je suis tout seul depuis le début. Alors aujourd'hui j'ai une équipe et je suis trop content de mon équipe, mais ce que je veux dire c'est qu'à ce moment-là j'étais vraiment tout seul et c'est horrible mais c'est vraiment compliqué mentalement tu vois d'ingérer toutes ces conversations là, de prendre une décision et d'être convaincu de ta décision, et il n'y a pas grand monde qui peut t'aider parce que personne comprend réellement ta situation, et c'est pour ça c'est un flux tendu et tu étais un peu tout seul sur ton nid à devoir réfléchir aux bonnes décisions à prendre quoi. Et vraiment cette solitude elle est dure à apprendre, enfin elle est dure à supporter, donc c'est pour ça que j'ai des amis entrepreneurs qui me disaient je comprends pas comment tu fais pour être tout seul, et qui eux étaient avec des associés etc. Et c'est à ce moment là que j'ai vraiment compris ok c'est dur. Et donc si vous voulez monter une entreprise un jour, sachez que si vous le faites tout seul ça va être dur, et que avec quelqu'un d'autre il y a moins de parts à la fin, mais il y a un soutien qui est complètement différent. Et donc moyen de changer et tout. Ouais. Voilà. Et donc en fait un jour je reçois un appel de Nicolas Julia, dont je lui avais parlé de mes plans et je lui ai dit bah écoute moi j'aimerais bien lever des fonds, aller à l'étape supérieure etc. Et il m'appelle, il me fait bah voilà nous on est chaud, on y va. Et donc à partir de là ça s'est un peu accéléré, et ça je suis extrêmement reconnaissant de Nicolas parce que il m'a aidé énormément pendant tout ce process en me mettant en contact, et juste en mettant le saut Sorare, en disant Sorare et participe. En fait ça a facilité le travail parce que quand t'es investisseur et que tu vois que le jeu sur lequel moi je travaille en premier aujourd'hui a soutient l'initiative, et ben c'est quand même beaucoup plus simple pour initier des discussions. Et j'ai fait un truc qui est complètement stupide et que je referai pas si je devais le refaire un jour, c'est que je suis allé voir Seedcamp. Et en fait ce qu'on te dit un peu quand tu fais ce genre de truc, c'est que tu vas voir des fonds au début qui sont un peu moins attrayants pour toi en fait. Ça c'est un peu un conseil de base que j'ai pas du tout respecté, c'est commence des conversations avec des gens qui sont intéressants, mais peut-être pas les gens qui t'intéressent le plus, tu vois, histoire de commencer à avoir du feedback, et si tu te plantes c'est moins grave que si tu vas voir le truc que tu veux quoi. Absolument. C'est comme quand tu fais des vœux pour tes études quoi. Et donc je vais voir Seedcamp en premier et je leur dis voilà je fais le process Seedcamp etc. Et pour moi c'est des trucs complètement nouveaux. Je suis tout seul, j'ai dû faire des slides tout seul. Enfin j'ai eu d'aide de certaines personnes que je remercie énormément, mais enfin voilà à la fin t'es tout seul et tu vois plein de gens qui sont face à toi. Tu le fais en anglais, t'es pas sûr de toi. Tu sais pas où tu vas. Bien habiller la mariée, enfin toutes ces choses là pour essayer de les accrocher quoi. Et tu vois, et moi je suis un techos, genre littéralement je suis un techos, genre je suis tout ce qu'il y a de techos, je suis pas un commercial, je comprends un peu ce que les commerciaux disent et ce qu'il faut dire, mais j'incarne pas trop ce sujet-là. Et donc j'y vais, je fais ça, et Seedcamp me rappelle, ils me disent ben voilà on est prêt, on te suit etc. Et donc là le ouf de soulagement je pense d'une vie. Et après en fait ça s'enchaîne assez vite parce que si t'as un lead et si t'as des gens qui commencent à te suivre, c'est typiquement Sorare qui avait des commits depuis le début.
En fait, après, tu vas avoir des gens qui sont un peu convaincus déjà parce que ils ont un peu le tampon de ceux qui ont dit on y va. Et Kima, la relation avec Kima, c'était top. Enfin, je veux dire, je pouvais pas rêver mieux. Et puis Signilabs, pareil. C'est des gens que Signilabs, Thomas France, c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà discuté et qui est utilisateur de Sorar-Data. Donc pour lui, c'est beaucoup plus simple de s'imaginer de ce que ça peut être. Je présume aussi après avoir le cachet d'approbation de Sorare, il y a tout quand même qui ça facilite grandement les choses, quoi. Donc t'as dû voir le bout du tunnel à ce moment-là, quoi. Ouais, et puis donc c'était un mois de juillet assez intense, et puis après une fois que on a conclu tout ça, on avance, quoi. Et puis là les choses deviennent assez réelles et tu commences à embaucher des gens et tu commences à te dire ok, je suis vraiment dedans, quoi. Justement, par rapport à personne que tu as embauché, j'ai regardé sur le médium de Sorar-Data et j'ai vu que tu avais engagé en tout cas 2 personnes dont j'ai retrouvé les noms. C'était Aurélien Courtois en tant que au début octobre en tant que product designer et également Andrew Laird, connu sous le nom de manager Sora Andrews, qui est comme head of content et qui a travaillé pendant 14 ans, je pense, pour RotoWire. Mais par contre, j'ai cru comprendre que vous étiez 4 dans un article. Il y a une 4e personne, et si oui, c'est qui? Écoute, l'application mobile ne se développe pas toute seule, et donc mon frère, on fera un tour, je ferai un post Medium en février, je pense, où on fera un récap des embauches chez le Sorar-Data, mais en gros, y a mon frère qui est sur l'application mobile et qui fait un taf de ouf, qui a fait tout seul, toute l'application tout seul, et ça c'est assez ouf, et donc ça je suis très content. Et donc la V2 qui devrait sortir ce mois-ci, on espère, et qui intègre les auctions, les offres et les pages joueurs, donc toutes les données marquées pour scouter de votre téléphone. Et moi je l'ai déjà sur mon téléphone, j'ai qu'une envie, c'est que ça sorte. En bêta testeur. Il y aura des bêta testeurs de toute manière, en plus publiquement, mais voilà, ça c'est énorme. C'est trop cool d'avoir une application mobile qui avance assez rapidement aussi, en même temps que le site. Moi je suis plus focus sur le site du coup. Et il y a Pap qui est sur Twitter, sur Pity aussi, PI2TI, et qui nous aide qui est product owner en gros, et donc qui nous dit faites ça, faites pas ça, faites ça comme ça. Et donc Andrew sur la partie content, là ça s'est bien accéléré ces derniers temps, la chaîne YouTube, les podcasts hebdomadaires avec des thèmes particuliers, le compte Twitter qui est animé avec des reviews des Game Week, etc., dans des infographies assez stylées. Ça je suis très content aussi. C'est vraiment dynamique, c'est bien. Et puis on espère faire la même chose mais en début de Game Week pour donner les clés pour les débuts de Game Week, etc. Et à tous ceux qui demandent, je veux voir ça sur le site. Je vous dis que vous ne le verrez pas sur le site avant un certain temps. En fait, j'explique juste pourquoi. C'est que je veux animer le compte Twitter et je veux que les gens suivent Sorar-Data sur des médias différents que juste le site. Et moi, en fait, faire ça me prendrait beaucoup de temps et je trouve pas que c'est une plus-value particulière sur le site à l'heure actuelle. Je préfère me concentrer sur d'autres choses. Et je trouve que c'est bien d'avoir des médiums, Twitter, aussi mail, ça devrait arriver un de ces 4, pour que voilà, les gens aient du contenu un peu de manière différente et pas que sur le site aussi. Voilà. Et Aurélien, indispensable aujourd'hui déjà sur toute la partie graphisme, identité de la marque, maquette du site, tous les trucs que vous voyez sur Twitter, c'est fait par lui, tout ce que vous voyez comme logo c'est fait par lui, et toutes les améliorations c'est lui qui les design au début, ce qui bride un peu mon imagination puisque si je veux faire une feature aujourd'hui j'ai un peu envie d'avoir Aurélien avec moi, donc ce qui est très bien parce que ça permet d'avoir d'avancer plus vite aussi, jolis, et de te concentrer peut-être sur d'autres choses aussi. À terme, la team comprendra combien de personnes, en tout cas par rapport à cette première levée de fonds. Tu vises donc là il y a un développeur qui arrive lundi, et je suis très heureux, et un autre qui arrive mi-février. Et donc ça conclura normalement notre équipe. Peut-être une ou 2 embauches différentes supplémentaires en fonction des besoins, mais normalement 7, voilà, c'est un bon chiffre. Déjà, il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble, ce qui se passe plutôt bien pour le moment, mais quand on va être plusieurs à la technique, c'est ça qui va être un peu challenging. Et moi, j'ai une seule ambition, c'est maintenir le rythme de delivery et continuer à deliver rapidement. Ça c'est vraiment le truc moi qui me motive et qui me drive. Et si on n'arrive plus à deliver rapidement, on fera tout pour retrouver ce rythme, quoi. Donc vraiment c'est ça qui m'intéresse. Pour en revenir à justement
l'investissement de Sorare dans cette levée de fonds. Est-ce qu'ils ont leur mot à dire dans la direction ou les choix que tu prends, ou bien t'as toujours carte blanche pour le développement de ton projet? Alors, je n'ai jamais eu un email ou un SMS ou une interaction vocale avec Nicolas Julia concernant ce que Sorare Data doit faire. Magnifique. Et je pense que eux, ça leur va très bien. En fait, eux, c'est plus une marque de soutien, et je pense que d'autres projets de l'écosystème qui iraient sur ce terrain-là de levée de fonds, je pense, seraient soutenus par Sorare si ça fait sens pour eux. Mais eux, ils ont toujours eu la volonté d'avoir un écosystème qui soit ouvert soit ouvert, et qui est pas que Sorare qui porte le truc. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la puissance de Sorare, c'est que eux, ils ont compris ça, et ils s'appuient sur cet écosystème-là qui est indispensable à leur succès aussi. Donc ça va dans les deux sens. Tout à fait, et ça laisse de la créativité à toutes les personnes qui ont des super idées et qui ont envie de les développer, comme toi tu as eu, et comme d'autres projets sont en train d'être créés autour de l'écosystème Sorare, quoi. Ouais, tout à fait. Alors moi, je suis toujours admiratif des gens qui lancent des side games. Alors il y en a sur Sorare Data, enfin il y en avait, il y en aura un jour à nouveau. Mais tu vois, enfin genre les side games sur Sorare, je trouve que l'intention est extrêmement noble, et j'adore ça que des gens fassent ça. Mais en fait, moi j'ai toujours eu du mal à comprendre comment ça peut marcher. Enfin il y a un taf de dingue en termes de lobbying légal à mon sens, et en termes de, tu vois, de résoudre tout ce qui est gambling issues, etc. Surtout que Sorare c'est un jeu international. Et ça, je trouve ça énorme pour tous ceux qui essayent de trouver des business models qui fit un peu à une. C'est ce qui bloque, excuse-moi de te couper, mais c'est ce qui bloque peut-être un peu l'intégration de la PL, la première ligue, parce que actuellement il y a un peu de tension au niveau de l'assimilation ou de ce qu'est vraiment Sorare, parce que pour le moment c'est suspendu, je crois, et ça l'est toujours en Suisse. Ouais. Et en Angleterre, je sais que ça fait du bruit. Je suis tombé sur un article où justement il y avait des interprétations qui allaient dans le sens où Sorare serait probablement considéré comme du gambling en Angleterre. Je sais pas si ça a une influence. Ouais, je devrais le poser à Nicolas Julia, que j'espère un jour pouvoir inviter, savoir quels sont les éléments de blocage, si c'est ça, ou bien non, si c'est carrément les négociations qui sont difficiles avec la première ligue. Je pense que tu pourras lui poser la question une fois qu'il aura signé, parce que je sais pas s'il te le dira avant, mais clairement, mais moi, tu vois, c'est pas un truc qui m'inquiète par-dessus tout, tu vois, genre, s'il faut, ils achèteront des licences ils se démerderont pour avoir des licences de gambling, et puis voilà, et puis on fera du KYC, c'est pas très grave dans l'absolu. Enfin, moi, c'est pas un truc qui me dérange principalement. Tous ceux qui jouent sur Winamax ou Unibet ou je sais pas où, tout à fait. Il faut juste s'adapter à la législation de différents pays, quoi. Voilà, il y a du taf, et c'est pour ça que lever beaucoup d'argent c'est bien, parce qu'il va falloir payer des avocats, je pense. Exactement. Donc voilà, mais à part ça, enfin voilà, c'est juste du temps supplémentaire à mon sens, et il faut pas être inquiet avec ça. Ils sont tous conscients de ça, et ils arriveront à trouver les solutions pour que tout le monde puisse y jouer dans les meilleures conditions, quoi. Tout à fait. Pour revenir à cette levée de fonds, s'il y a levée de fonds, ça veut dire que derrière il y a un business model. Ouais. Aujourd'hui, Sorare Data est gratuit. Ouais. Je présume qu'il y aura probablement une offre premium bientôt. Voilà. Quel est le business model? Où va Sorare Data? À quoi va servir cette levée de fonds, en dehors évidemment des engagements? Parce que s'il y a investisseurs, ça veut dire qu'il y a un ROI qu'ils attendent en retour. Donc si tu peux nous expliquer tout ça. Ah, mais oui. Alors, mais ça, il faut bien le dire, parce que j'ai l'impression que souvent les gens oublient. Quand des gens investissent, ils attendent de gagner de l'argent en retour, et ils se disent, j'investis dans Sorare Data, c'est du caritatif. Non. Ça, c'est des philanthropes, mais ils rentreraient peut-être pas dans ce milieu-là, s'ils sont philanthropes à 100%. Exactement. Là, ils se sont dit, on a fait tellement d'argent avec Sorare, on peut bien mettre de l'argent pour Sorare Data. Non, bien évidemment, je pense qu'il faut contextualiser, parce que on est sur un truc qui, moi je suis toujours preneur de gens qui me contredisent là-dessus, mais ou qui me donnent des informations supplémentaires, mais en fait je crois pas qu'il y ait de jeu aujourd'hui qui existe où déjà tu peux tu peux gagner de l'argent comme Sorare. Et en fait tu vois, genre moi je joue à League of Legends par exemple. Et quand je joue à League of Legends, pour ceux qui connaissent pas, en gros, tu dois sélectionner une certaine des sorts entre guillemets avant de rentrer dans ta partie.
Et en fait, il y a des Sorare data-like, on va dire, des applications, des companion apps qui te permettent que tu les installes sur ton ordinateur et ça te choisit automatiquement le truc le plus opti pour toi en fonction de ce que les gens font dans le jeu. Et donc ça, en fait, moi League of Legends, c'est un jeu que je paye quasiment pas, auquel je joue et puis j'adore, mais je paye pas, tu vois. Enfin, c'est du free-to-play. Et puis si tu veux payer, tu t'achètes des skins. Donc si t'as envie d'avoir des champions à des apparences différentes. Bref, ça me viendrait pas à l'esprit de payer pour les companion apps sur LoL, parce que en fait, même s'ils ont des offres payantes et je salue ces offres, mais en fait l'idée c'est que quel est l'intérêt pour moi, à moins que je veuille être vraiment le meilleur joueur de League of Legends de la planète, ou que je fais ça toute la journée et que je vois un avantage clair à prendre leur truc, je vais pas acheter. Et la différence avec Sorare, c'est que aujourd'hui Sorare Data, je pense que c'est un élément qui est quand même assez indispensable pour beaucoup de gens. Donc la stat c'est la suivante, c'est que en gros 8 joueurs de Sorare sur 10 utilisent Sorare Data. Et donc en fait, je me dis que ces gens-là qui achètent déjà des cartes à des prix, ça dépend si c'est des cartes limited ou des cartes rares, mais en tout cas ils achètent des cartes qui sont pas souvent, qui coûtent pas qu'1 euro quoi, ont besoin de cette information aussi, de l'information que Sorare Data donne pour prendre des décisions qui sont un peu plus éclairées que ce que Sorare propose sur son site. Et donc l'idée elle est assez simple, c'est de proposer une companion app qui soit toujours plus qualitative. Et donc qui dit qualitative dit on a besoin de gens qui la construisent et besoin d'argent pour payer ces gens qui la construisent. Et puis il peut payer aussi le deal avec Opta, parce qu'on en a pas parlé, mais on a un deal avec Opta qui permet l'application mobile en temps réel, qui va permettre tout ce qui va être les stats derrière Sorare Data, c'est Opta qui permet ça. On a besoin d'argent, et pour cet argent là il y a deux solutions globalement. Il y a la solution advertising, on va mettre des pubs partout dans le site avec des liens d'affiliate betting, etc. Et on va espérer que les gens ils cliquent sur les pubs, ils voient les pubs et voilà. Mais on va réduire l'expérience utilisateur parce que voilà. Et puis tous ceux qui utilisent Brave ou des adblockers, ils vont pas avoir de pub, donc ils s'en foutent. Et je résume. Moi, j'utilise Brave, donc je dis ça, voilà. Et il y a le deuxième modèle, c'est un modèle à la souscription en gros, où alors aujourd'hui c'est pas très clair, on va commencer à interroger nos utilisateurs là-dessus, mais voilà, je te donne mon intuition à l'heure actuelle, c'est différents types d'abonnements en fonction un peu de tes besoins sur Sorare, parce que en fait si t'es adot, en fait tu dépenses 100 000 euros par an, je dis un chiffre au hasard, mais en gros c'est un chiffre énorme, que tu payes 20 balles ou 30 balles par mois pour Sorare Data, tu t'en fiches. C'est peanuts, par contre si t'es quelqu'un qui fait de l'AR sur des limited et que t'achètes des cartes à des centièmes d'ETR, là tu vas un peu regarder ton budget et t'as pas envie de payer des milliers des cents pour Sorare Data. Donc voilà, avoir un peu des catégories de pricing et d'offres différentes en fonction du type de joueur. Et un des principes moi qui me guide dans ce challenge qui est la monétisation, c'est toujours rendre le truc accessible à n'importe qui gratuitement. C'est-à-dire que moi j'ai aucun problème à ce qu'un utilisateur passe 4 heures sur mon site pour aller trouver les informations dont il a besoin en fouillant dans le site, etc., en allant voir la donnée brute, et après lui il se note de son côté, il fait ce qu'il veut, mais bref, qu'il puisse diguer la donnée, tu vois, et la trouver sans payer, j'ai aucun problème avec ça. Moi ce que je veux, c'est ceux qui ont pas le temps, ou ceux qui veulent pas passer ces 4 heures là tout simplement, leur donner accès à l'information agrégée directement. Et donc mettre derrière un paywall toutes les informations un peu sur nous, on va apporter de la valeur ajoutée, c'est-à-dire on n'a pas encore déterminé tout, mais il y a des trucs dans le line-up builder qui vont passer derrière un paywall, des trucs derrière dans les pages joueurs qui vont passer derrière un paywall, etc. Tout qui fait gagner du temps globalement est susceptible d'être derrière un paywall. Quoi par exemple? T'as déjà des idées, ou tu peux déjà en dire, ou bien ça reste top secret? Non, en fait, je pense que c'est trop tôt pour dire exactement ce qui va y être et ce qui va pas y être. Il peut y avoir des newsfeeds aussi pour chaque joueur, des choses comme ça, ou style DNP, tiens il est positif Covid, comme c'est d'actualité. Non, alors c'est plus des datas, ouais. Non, alors c'est des features et des datas. Alors on y arrivera à être bon sur les DNP, etc. Mais en fait aujourd'hui,
Je crois pas trop dans ce qui existe à l'heure actuelle. Je pense que voilà, il y a Thor qui va sortir le Sorare Club et je trouve que c'est extrêmement valuable ce qui la proposition de valeur surtout sur les DNP. Moi, je trouve que c'est très compliqué d'arriver à un truc qui fonctionne bien déjà à cause de la deadline qui est le vendredi à midi ou le mardi à midi. Et c'est un truc un peu ingrat dans le sens où c'est un truc où les gens vont se plaindre beaucoup plus facilement parce qu'ils estiment qu'ils ont droit à une information qui est correcte. Alors oui, tout le monde a le droit à une information qui est correcte, mais si on l'a pas, tu vois. Surtout à midi, voilà, avant c'était 17h, un truc comme ça, on avait un peu plus d'infos, juste avant le début du premier match. D'ailleurs, il y a pas mal de managers dans la communauté, ça parle beaucoup, ils voudraient bien qu'on déplace ça et qu'on respecte un peu le sommeil des Américains aussi. Qui doivent se lever en plein milieu de la nuit, même pas au début de la nuit pour faire leur line-up avant d'aller dormir. Ouais, bah alors eux ils le font tard le soir la veille, mais tu vois ils ont encore moins d'infos que tout le monde. Tu vois, Nantes fait sa conférence de presse sur les coups de 11h45 le vendredi, et des fois t'as les infos qui sortent le temps que le mec pose la question, il est 12h01 et tu te dis Blas il joue pas. Exactement. Et là t'es bon. Et il y a tellement de trucs qui se passent le vendredi après-midi que bon, c'est un peu dommage. Bref, moi je trouve que c'est ingrat comme taf dans le sens où il y a plus de chances que les gens te plaignent parce que t'as pas trouvé le mec et que t'as pas trouvé le DNP parce que c'est arrivé trop tard ou que juste personne le savait. Voilà, moi je préfère m'appuyer sur des sources existantes et pas trop investir du temps et de la main d'œuvre là-dedans à l'heure actuelle, mais on y arrivera et on fera un truc correct et on pourra s'appuyer sur d'autres services si ça fait sens. Mais non, tu vois, aujourd'hui je comprends que tout le monde se dit que ce qu'il y a sur Sorare Data ça devrait rester gratuit, etc. parce qu'ils l'ont aujourd'hui, mais il y a de la valeur ajoutée qui est assez dingue juste sur l'agrégation de prix, sur le line-up builder. Enfin, aujourd'hui, sur le line-up builder, tu peux quand même voir l'opponent score qui est assez intéressant, mais tu peux voir les codes, tu peux voir tous les scores des personnes. J'avais justement une question à te poser par rapport au line-up builder. Mais vas-y, je te laisse. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que à la fin, tu vois, le line-up builder, ça te permet de gagner du temps par rapport à est-ce que tu dois aller voir pour chaque joueur, est-ce que ce joueur, il va jouer contre telle équipe, est-ce que cette équipe, elle est favorite, est-ce que ce joueur, est-ce que cette équipe, elle score bien contre cette équipe ou pas, tu vois, voilà, tout ça si tu veux le faire toi-même, pour chaque joueur ça prend énormément de temps et donc nous typiquement c'est ce genre de features qui te permet de gagner du temps qui est susceptible de passer derrière un paywall. Mais tu vois, si tu veux aller voir tous les prix des dernières enchères de Lionel Messi, normalement il y aura rien qui t'empêchera de le faire et d'aller voir tous les prix, etc. Mais probablement il y aura un paywall derrière certaines métriques qui seront genre le prix sur 3 jours, peut-être qu'il sera derrière un paywall. En tout cas, ça, tu vois, c'est des trucs sur lesquels on est en train de réfléchir, sur lesquels on va prendre le temps de la réflexion, on va interroger les gens, savoir ce qui est un peu ce qui serait peut-être prêt à payer comme features. Alors prêt à payer, oui, d'une certaine manière, mais aussi ce qu'ils utilisent le plus. Aussi, on va analyser toutes les données de trafic qu'on a, ce qui est le plus utilisé, et ce qui semble avoir le plus de valeur pour les gens, etc. Et puis, il faut pas oublier que Sorare Data, c'est aussi maintenant une application mobile qui reste en toute vraisemblance gratuite. Donc voilà, il y a une myriade de services qu'on compte proposer qui resteront gratuits, mais certaines killer features qui seront payantes parce que on a envie que aussi on puisse faire évoluer la plateforme et qu'on soit rentable pour pouvoir aller encore plus loin aussi. Si les gens juste payer pour Sorare Data, ça sera pas juste payer pour un service, ça sera aussi de nous soutenir et nous permettre d'aller plus loin et de provide un service toujours de qualité. Donc voilà, ça sera... J'ai un calendrier en tête pour la sortie. Ouais. On va dire que là, à la fin de ce trimestre, ça serait bien qu'on y soit. Ouais. Donc d'ici moins de 3 mois, quoi. Voilà, dans ce trimestre-là, si on n'y est pas fin mars... c'est pas grave, moi je veux pas qu'on soit à 2 doigts de release et qu'on se dise non je suis pas sûr de moi ou qu'on ne soit pas sûr de nous ou on pense pas que ce soit opti. Si on doit délayer, on délayera. C'est un timing qui te semble juste réaliste par rapport à la progression des choses, quoi. Exactement. Bien. Par rapport au line-up builder, justement, je reçois régulièrement des questions. C'est vrai que l'ajout de la mention de la cote Unibet pour chaque match, c'est vraiment un gros gain de temps parce que moi perso, auparavant, j'avais aussi un site de betting, même si je bette pas avec les différentes cotes parmi les différents outils ou sources que j'utilisais pour composer mes équipes. Il y a par contre un pourcentage pick et pourcentage div.
Est-ce que tu pourrais expliquer exactement ce que c'est Yes. Comme ça, les auditeurs ont vraiment la bonne information à ce sujet. Ouais, non, mais ça me fait rire parce que Aurélien va dire il faut qu'on mette un hover dessus. Les gens ils nous posent la question tout le temps. Donc, je vais faire ça. Donc voilà. Mais non, mais je vais répondre. Et puis je en préciserai hop aussi parce que c'est intéressant. Donc peak percentage, c'est en gros sur toutes les cartes disponibles de ce joueur dans cette rareté, combien sont alignés en SO5 chaque semaine quand ce joueur joue. Quand ce joueur joue. Et de taille. Okay. C'est quand ce joueur joue. C'est-à-dire que voilà, si le mec est blessé pendant 3 mois, s'il y a des gens qui le jouent, ça affectera pas son peak percentage. Mais en gros, quand ce joueur a joué au moins 1 minute dans le match de la Game Week, on va regarder, on va dire ok, il a été peak à 30%. Et donc ça, c'est une moyenne sur, je pense, les 15 dernières Game Week, un truc comme ça. Et div percentage, c'est combien % des cartes de ce joueur dans cette rareté qui ont été sélectionnées dans cette division. Donc là, tu vois, typiquement, je suis devant Awaziem qui est en All-Star Limited. Donc j'ai la Limited d'Awaziem qui est un défenseur qui joue en Turquie. Et donc son peak percentage, c'est 80%. Donc ça veut dire que 80% de ces Limited sont joués chaque semaine quand il joue au moins 1 minute. Et que 54% de ces cartes-là, donc qui sont jouées, elles sont alignées en All-Star Limited. C'est clair. Et donc pourquoi, alors je conclus sur pourquoi c'est un peu intéressant, c'est que est-ce que tu veux aller avec la foule ou contre la foule, c'est-à-dire que, alors le peak percentage, ça veut dire ok, ce joueur il est probablement fort parce que les gens disent qu'il est fort, ça c'est une indication, mais l'indication de division c'est de dire ok, alors moi je veux le jouer en All-Star Limited, mais il est plus joué en All-Star Limited et je pense qu'il va faire une grosse perf, donc autant le mettre en Challenger Limited parce qu'il est moins joué là-bas, tu vois, c'est ce genre de raisonnement. Ok, et donc par exemple ici j'ai Steve Mandanda, qui pour le moment est remplaçant à l'OM, je vois un peak percentage de 76%, donc ça veut dire que quand il joue, quand il est annoncé titulaire, on va dire ça comme ça, il y a 76% qui l'utilisent, et là j'ai mis la All-Star, donc là je suis à 39%, donc 39% le met en All-Star quand il joue au moins 1 minute, c'est bien ça. Exactement. Ah bah écoute, c'est beaucoup plus clair maintenant. Ouais, sur le hop, donc Open Score, qui est un peu complété par les odds Unibet aujourd'hui, mais qui est assez intéressant quand même. C'est en gros, donc si on prend Mandanda, enfin j'ai pas la stat de Mandanda, mais je vais prendre Messi qui joue contre Lyon, qui devrait jouer contre Lyon dimanche. Donc il y a un hop de 48, donc un Open Score de 48. Ça veut dire que la moyenne sur les 10 derniers matchs des attaquants qui ont joué contre Lyon, c'est 48. Donc ça veut dire que en gros, Lyon autorise en moyenne 48 points pour les attaquants qui jouent contre Lyon. Et donc ça, c'est un truc qui est assez intéressant parce que des fois, t'as des bonnes équipes, mais qui encaissent beaucoup de buts, ou t'as des bonnes équipes, qui, concèdent beaucoup de tirs cadrés, par exemple. Et en fait, cette métrique, elle te permet de te dire, ok, est-ce que les attaquants sont en réussite contre cette équipe ou pas, ou est-ce que c'est les midfielders, ou est-ce que c'est les defenders. Et donc maintenant c'est complété par les odds et puis par le classement des équipes, parce que ça te dit ok, quelle est la probabilité de gagner de cette équipe. Et ça, on va aller aussi plus loin là-dessus. Je veux apporter des cotes sur les clean sheets, les cotes sur les scores exacts, les cotes sur est-ce que ce joueur va marquer, etc. Super. Et le Power Adjusted Scores, comme ça on termine. Alors en fait, ça c'est très simple, c'est que si tu cliques dessus, normalement, tu vas voir que les scores vont changer et en fait, ça s'adapte au power de ta carte. Donc en fait, ce que tu vas avoir, c'est avec le bonus, le L5, L15 et même si tu affiches tous les scores, mais en fait de la carte et pas que du joueur. Et en fait, ça c'est intéressant si tu veux comparer des rares ou des super rares ou même des rares entre elles, parce que si tu as une super rare qui est avec très peu d'XP, une rare avec beaucoup d'XP, mais une super rare un peu inférieure à la rare, en fait ça va te permettre de savoir est-ce que je dois jouer la super rare un peu moins expérimentée ou la rare qui est expérimentée en fonction des scores qu'ils font. Donc ça c'est pour les joueurs qui ont des calls à faire sur différentes XP. J'ai deux petites c'est peut-être prévu dans ton projet de développement au niveau du line-up builder. Moi en tant que manager perso, je trouverais intéressant d'ajouter 2 fonctions. La première, c'est les dernières confrontations entre les 2 équipes. Pour moi, c'est très très intéressant de voir qu'il y a 2 équipes qui marquent beaucoup les unes contre les autres. Enfin, je sais pas, je prends un Real Madrid-Barcelone, j'ai pas la statistique devant moi, ou un Bayern-Dortmund. Là, ça score vraiment pas mal. C'est intéressant d'avoir cette indication-là, je trouve. Moi, j'utilise un autre site, pas le nommer, c'est Flashscore, qui me permet de regarder vraiment les confrontations directes. Et une deuxième fonction, c'est le score du joueur
concerné lors de ces confrontations. Évidemment, s'il est dans le club depuis au moins un match, hein, s'il vient d'être transféré, évidemment, on n'aura pas cette donnée-là. Quoique, s'il reste dans le même championnat, il pourra avoir les statistiques, mais bon, ça devient plus compliqué. Mais est-ce que ce sont deux choses qui pourraient être envisagées? Ouais, alors envisagées largement, mais est-ce que tu trouves ça intéressant d'abord? Moi, on m'a beaucoup parlé de ça. Et alors après, j'essaye d'implémenter ce que les gens me disent d'implémenter, mais en fait, je trouve cette information, alors, je vais te dire les choses franchement, hein, et je pense que ça relève plus de la superstition que de la réelle statistique, dans le sens où, pour moi, c'est pas parce que Lyon en 2021 a battu Paris qu'aujourd'hui, il y a, enfin, tu vois, le contexte a énormément changé. Bien sûr, et par rapport au transfert, des choses comme ça. Voilà. Et tu vois, en fait, après, moi, j'ai pas de problème à si tout le monde me dit t'es con, t'as tort, mets la donnée et tais-toi, ben je la mettrai, hein, y a pas de souci là-dessus. Mais tu vois, j'ai toujours eu un peu de mal avec ça. Et puis, sans te cacher un truc, c'est que techniquement, avant Opta, c'était très compliqué. Et maintenant qu'on a toutes les stats Opta et un historique assez conséquent quand même de matchs, c'est beaucoup plus simple pour nous de le faire. Mais il y a toujours un sujet assez important pour moi, c'est que j'ai envie que les pages elles chargent vite. Et quand je vais chercher des informations comme ça, il faut que je m'assure que l'information que je montre elle est chargée assez rapidement. Et donc après c'est de l'optimisation. Bon là je te raconte mes problèmes, je te raconte un peu ma vie, mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est que il faut que je le fasse d'une manière correcte. Et maintenant, petit pro tip. Si tu veux voir les performances des joueurs entre guillemets détaillées, si tu fais show L15 scores, donc si tu regardes les scores sur les 15 derniers matchs, tu peux cliquer sur un score et il te montre le détail du score. Je dis ça parce que... Mais pour être tout à fait franc par rapport aux deux remarques là, pour les deux fonctions, moi j'y croyais pas du tout, comme toi. Mais alors je dis... Moi, je m'en fous. Une année, c'est pas l'autre. Tu peux avoir un changement de coach. Il y a des transferts. Si on prend par exemple, je prends un exemple concret de l'Inter de Milan en ce début de saison-ci. L'année passée, ils cartonnaient tout. Ils étaient champions. Changement de coach. Conte qui part. Inzaghi qui arrive. Les premiers matchs, l'Inter clairement galérait. Et puis tout d'un coup, la sauce a commencé à prendre. Et puis de nouveau, il joue très très bien. Donc il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, mais ce sont des autres managers avec qui j'échange régulièrement et qui sont beaucoup dans le monde des paris, et pour eux c'était vraiment très très important de regarder les dernières confrontations directes entre les équipes. Et puis je dois dire, j'aime pas avoir tort, mais je dois dire que c'était de temps en temps quand même assez impressionnant de voir que deux équipes qui ont l'habitude de scorer ou de pas scorer, est-ce que je fais plus attention à ça qu'à l'inverse? Mais j'ai l'impression effectivement qu'il y a une certaine tendance qui se dessine, même pour des équipes qui vont vraiment très très mal. Tu vois que quand ils jouent contre une autre équipe la saison d'après qui est dans le championnat très forte, tu vois quand même que c'est quand même assez équilibré. Évidemment pas tout le temps, parce que sinon ça serait trop prédictible, mais voilà, il y a une certaine tendance qui se dessine, donc j'y prête un peu plus attention maintenant qu'avant, quoi. Écoute, je vais y réfléchir. Bon, après, tu vois, moi je suis quelqu'un qui... j'aime beaucoup écouter ceux qui en savent plus que moi, tu vois, et je pense que ceux qui parient et qui en font leur métier, ou au moins un hobby important, ils savent de quoi ils parlent. Donc au final, Sorare a un lien avec le gambling assez évident. S'il y a des gens qui utilisent ces informations et ça leur permet d'être meilleurs, moi ça me va, hein. Moi je demande qu'à avoir tort, et si tout le monde me dit... ou si des gens érudits me disent que cette information est importante, aucun problème avec ça. Mais tu vois, j'ai tendance à me dire que les odds Unibet, en fait, elles price déjà ça. Ouais. Donc en fait, et c'est pour ça, et en fait... quand t'auras mis les pourcentages de clean sheet comme tu l'as dit tout à l'heure, clairement ça en tiendra compte, c'est clair. Exactement. Ouais. Mais en fait, tu vois, ce que je me rends compte aussi, ce dont je me rends compte, c'est les gens, je sais pas s'ils réalisent vraiment que tout est pricé parce que tu vois, pour moi, le open and score, c'est la data, c'est pas la master data, mais un peu parce que en réalité, tu vas prendre les 10 derniers matchs. Bon, c'est pas la même équipe, bien évidemment, qui est en face, mais en gros, ça te donne une tendance quand même. Est-ce qu'ils autorisent des points aux attaquants, aux midfielders ou aux defenders? C'est quand même un bon truc. Et tu vois, il y a des gens qui vont vouloir avoir une stat en particulier, en détail, plutôt que cette open on score là. Mais en fait, pour moi, ça rassemble déjà tellement tout à la fois que ça price un peu tout, entre guillemets. Et pour moi, les codes, c'est pareil. C'est que en fait, ils disent que Paris va gagner à 54%, c'est que ils prennent déjà
tout en compte parce que les mecs, ils sont là, ils doivent gagner de l'argent avec leur cote et que c'est leur métier, quoi. Mais du coup, j'ai pas de mal non plus à ajouter des stats qui sont un peu différentes et qui sont un peu plus détaillées et qui paraissent peut-être pour certains inutiles et pour d'autres extrêmement importantes. Et maintenant qu'on a les historiques, je peux te sortir le score de Neymar contre Lyon sur les 4 dernières confrontations, si tu veux. Tu verras que ce sera 0. C'est facile. Je sais rien, mais voilà, mais je prends bonne note et je te garantis rien, mais peut-être qu'un jour tu rafraîchiras ta page et tu verras ça. Pour terminer le sujet, est-ce que toi tu utilises le line-up builder quand tu fais tes teams? C'est-à-dire, est-ce que tu suis ça à la lettre? Est-ce qu'il y a déjà eu des tests par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un manager qui, pendant 1, 2, 3, 4 game week, a suivi les recommandations par rapport aux différentes datas du line-up builder pour composer ses équipes? Alors, j'adore ce sujet parce que mon ami The Noob est un fervent opposant au line-up builder. Et j'adore ce sujet parce que moi en fait et tu vois là où je suis un peu la question où je suis un peu en désaccord, c'est line-up builder ne recommande rien. Le line-up builder te donne des informations. Alors oui, il y a des trucs en VR. C'est des indications, quoi. Voilà. Mais en fait, pourquoi il n'y a pas eu de tests qui ont été faits? Alors The Noob, il a un peu il m'a dit plusieurs fois je vais faire un truc avec ça va être énorme, donc j'attends de voir ce qu'il veut faire. Mais suivre toutes les Unisbet odds par exemple ou tous les opponent scores, c'est complètement con. Enfin pardon, hein, mais c'est peut-être un peu méchant ce que je dis, mais c'est le line-up builder est pas fait pour ça. Le line-up builder, il est là pour te dire ok, regarde ce joueur là. Bon, alors déjà, est-ce que il y a une blessure nous on a repérée, donc regarde ça. Voilà, bon, ses dernières performances c'est ça. Bon, il est choisi par tant de personnes en moyenne. Son match-up, c'est ça. Voici les probabilités selon Unibet de gain ou de perte du match. Et voici l'opponent score. Et en fonction de ta stratégie, toi, et en fonction aussi de la synergie que tu veux avoir dans ta line-up, est-ce que tu veux faire un stack? Est-ce que tu veux pas faire un stack? Est-ce que tu veux aller big, c'est-à-dire que tu veux mettre que des gens que tu penses qu'ils vont scorer énormément dans cette line-up parce que tu vises le podium et pas juste des mecs sur lesquels tu sais qu'ils vont scorer 55-60 mais pas souvent plus. Enfin voilà, en fait le line-up builder il est là pour te donner plus d'informations et après t'en fais ce que tu veux. Le line-up builder n'est pas là pour retirer l'instinct des managers parce que The Noob c'est ça t'as l'impression que tu lui retires son instinct. Que moi je fais toutes mes line-up. Pas assisté quoi. Ouais non mais tu sais t'as l'impression que tu leur enlèves leur droit de pique les mauvaises cartes, tu vois, genre c'est vraiment ça. Et moi je fais tout avec un line-up builder, très franchement. Je me vois pas faire une game week sur un line-up builder. Et c'est pas énorme le nombre de managers qui utilisent le line-up builder. C'est en gros 25% des managers serveurs qui utilisent le line-up builder. C'est quand même conséquent, mais en fait, c'est pas non plus l'outil le plus utilisé au monde. Et je pense que tu l'utilises quand déjà t'as du temps. Parce que moi, ça me prend, avec ma galerie, ça me prend bien 1h30, 2h de faire mes line-up. Et je pense que quand t'as peu de choix, en fait tu vas sur Sorare, tu piques tes joueurs, tu sais déjà que tu vas qui tu vas piquer quoi. Donc moi ma reco sur Line-Up Builder, c'est utilisez-le autant que vous voulez. Ne considérez pas que Sorare Data vous donne ne serait-ce que la moindre indication. Votre stratégie doit prévaloir, mais servez-vous des données qui sont là pour dire ok ça c'est intéressant, j'avais pas vu ça comme ça, ou confirmer des intuitions, ou juste dire son match-up il est naze, mais je sais que Tony Kroos contre Valence, son up score c'est 44 cette semaine, mais je sais qu'il va perf parce que c'est Tony Kroos, et voilà tu vois. Voilà, tout à fait. C'est bien, c'est tout plein. Et j'adore la passion différents autour de l'outil. Ah bah écoute, super, on aura déjà répondu à pas mal de questions d'auditeurs. Est-ce que tu as quelque chose encore à rajouter par rapport à Sorare Data ou quelque chose à annoncer? Non, je t'ai déjà dit un peu en exclu. Entre guillemets. Oui, tu as déjà dit beaucoup. Ouais, j'ai dit pas mal de choses aujourd'hui, mais la V2 de l'application mobile est à attendre dans pas si longtemps, et il y a tous les onglets marché qu'on peut attendre, les onglets joueurs qu'on peut attendre, et il y aura les notifications sur les enchères que j'ai finalisées hier. Donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent sur l'application mobile notamment, et j'ai plein de choses en tête pour le web, mais ça encore, tant que c'est pas sorti, je dis plus grand chose sur le web. C'est mieux comme ça. Non, mais c'est vrai que l'application mobile c'est super important, et je présume aussi que Sorare attend aussi le lancement de leur application mobile avant le lancement de plan marketing. En tout cas, c'est ce que j'avais lu il y a quelques mois dans une AMA de Nicolas Julia. Écoute, merci Maxime pour toutes ces informations. Je vais passer à la rubrique suivante qui est entre guillemets ma rubrique analyse.
Donc tu peux prendre une petite pause si tu as envie. Je vais pas être très très long. Donc je prends en fait une galerie au hasard de quelqu'un justement qui l'a mis en commentaire du tweet, avec qui j'échange juste avant pour savoir exactement l'investissement qu'il a mis, s'il a encore de l'investissement à faire, quels sont les objectifs qu'il a, et puis j'essaie de prendre aussi des galeries qui parlent à quand même pas mal de managers. Donc je vais commencer et puis après je te reprends pour les deux dernières rubriques qui sont les questions-réponses d'auditeurs pour toi et des questions sur tes mésaventures et tes beaux succès dans Sorare. Alors pour l'analyse de galerie, j'ai pris une galerie d'une demoiselle, manager, Goodbet Volleyball, elle s'appelle. Elle s'est inscrite le 14 juin de cette année, de l'année passée, puisqu'on est en 2021. La valeur de sa galerie est de 0,5 Ether, soit un peu moins de $2000 à la date d'aujourd'hui, le 6 janvier 2022. Elle a 41 cartes, qui sont toutes des cartes limited. Et alors, parmi ces 41 cartes, elle a 4 gardiens, un seul titulaire qui est un champ euro, qui est Rajkovic, le gardien de Reims. Elle a 11 défenseurs, dont 2 gros scoreurs qui sont Boskagli, U23 PSV, et Fukumori, le défenseur asiatique du Consadole. Il y a également 7 autres titulaires, dont 5 U23, mais avec des scores assez faibles, donc inférieurs à 50 en L40, L15 et même L5, et 2 autres d'équipes assez faibles, comme le Berscott. Elle a 21 milieux. Dedans des beaux scoreurs comme Refailov, des très bons jeunes comme Sofiane Diop de Monaco, Zaracho de l'Atlético Mineiro et Florentin de l'Argentinos, qui ont tous des scores au-dessus de 50 en L15, voire plus de 60 pour Refailov. Et le reste des joueurs sont quasiment tous des U23. Dedans, il y a Quinton Timber, qui est le jumeau de Jurin, et Mainans du Sparta. Alors, les attaquants, pour terminer la description, il y en a 5, mais il y a un seul titulaire, qui est Laborde de Rennes, et 4 U23 qui sont remplaçants ou blessés, comme par exemple Akinola de Toronto. Alors, on va voir ce qu'il va faire avec l'arrivée de Insigne et peut-être d'autres joueurs, on verra bien. Alors, le profil de Goodbet Volleyball, elle a investi 1790 € pour le moment. Vu la valeur aujourd'hui, elle est en break-even, donc elle n'a pas fait de gain ni de perte sur l'investissement initial. Elle ne veut pas réinvestir. Elle stresse parce qu'elle hésite à tout revendre pour se lancer dans les rares ou revendre une partie pour améliorer quelque chose, continuer l'achat-revente. Bref, c'est un peu le flou. Par contre, son objectif, elle voudrait aller chercher vraiment, son premier objectif, si c'était possible, c'était aller chercher des rewards avec son All-Star et garder les meilleurs rewards, si elle en a évidemment, et revendre les autres. Et son deuxième objectif, c'est aller vers les rares. Alors moi, le constat que je fais, c'est vraiment un exemple de galerie qu'on retrouve assez souvent, dans le sens où tout est un peu mélangé. Alors je m'explique, sur les 41 cartes, il y a 31 U23, dont seulement un gros scoreur qui est Boskagli, et plusieurs milieux avec un L15 situé entre 50 et 60, donc c'est pas mal. Mais pour chercher des rewards, c'est quand même plus compliqué, surtout en All-Star. Il y a un déséquilibre entre les différents postes. 11 défenseurs pour seulement 4 gardiens, un seul titulaire, et 5 attaquants, un seul titulaire. Il y a, malgré une écrasante majorité de U23, elle ne s'est pas alignée de team U23 car elle n'a pas de gardien ni d'attaquant titu. Et elle a un seul défenseur avec un L15 à 50 en plus de Boskagli. Et alors, compte tenu de l'achat assez précoce, par contre, ce qui est bien, c'est que comme elle a acheté il y a déjà un petit temps, la plupart des joueurs achetés U23 ont pris de la valeur en Ether, ce qui est une bonne nouvelle. Alors moi, ce que je donnerais comme conseil, évidemment à recroiser avec d'autres infos, mais ce que je donnerais comme conseil, c'est d'abord, on le répète souvent, mais il faut toujours privilégier la qualité à la quantité, et à sa place, pour réaliser son objectif de gagner des rewards tout en gardant un œil sur des allers-retours, je garderai les bons scoreurs et les U23 à gros potentiel qui jouent et qui scorent pas mal, et je vendrai les jeunes avec les plus-values, parce qu'il y en a vraiment pas mal qui ont pris de la valeur en Ether. Alors parmi les joueurs à garder, je garderai évidemment Rajkovic, parce que c'est le seul gardien titulaire, et éventuellement Mandanda aussi qu'elle a, si jamais on est en plein mercato, donc si jamais elle est transférée, ça pourrait être une très bonne nouvelle. Boskagli et Fukumori en défenseur, c'est certain aussi, et puis en milieu, Refailov,
Christophe Diop, Quinton Timber aussi qui monte en puissance à Utrecht, et Zaratcho aussi qui a fait une belle saison, surtout une super fin de saison avec Atlético Mineiro qui devrait prendre encore plus de stature la saison prochaine, et en attaquant, là que Laborde. Donc je vendrais quand même les autres, et avec le produit des ventes, je prendrais des valeurs sûres avec des gros L15, L40, même d'un certain âge. Je suis un fervent défenseur des vieux, parce qu'ils sont assez constants dans leur scoring, et c'est vraiment des valeurs sûres. À partir du moment où ils se blessent pas, quand ils se blessent, ils mettent plus de temps qu'un jeune en général avant de revenir. Mais l'objectif, c'est vraiment de renforcer la All-Star et optimiser ses chances de viser des belles places. Et ensuite, il y a la place pour créer une deuxième équipe, une U23, en prenant un gardien titu. On peut même aller chercher en Asie, en Amérique, tant que c'est la trêve, qui sont probablement moins chers que les 23 Challenger ou Champ Europe. Et un attaquant, car il y a ce qu'il faut en milieu et en défense pour aligner une team. Et voilà, quand on a le choix entre plusieurs joueurs, essayer de privilégier les joueurs avec un pourcentage élevé de présence. Plus ça se rapproche des 100%, mieux c'est. Et donc pour conclure, c'est vraiment pour tout le monde, c'est essayer de ne pas s'éparpiller. C'est vraiment crucial. Avec un petit budget, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire être compétitif en SO5 et faire de l'aller-retour rapide et faire des plus-values sur le long terme. Quand par exemple on achète des U23 qui ne jouent pas beaucoup, il faut d'abord définir une stratégie claire, s'y tenir au début, quitte à la faire évoluer en fonction des résultats. Donc voilà, c'est vraiment le petit budget. Il faut choisir une stratégie. Quand on a des gros budgets, ça demande énormément de temps, mais là, évidemment, c'est possible d'être et compétitif en SO5 et faire de l'aller-retour sur du court terme et acheter ensuite des pépites qui ne jouent pas beaucoup, mais qui ont des énormes potentiels et qu'on pourrait revendre 5, 10, 15, 20 fois. Tout dépend de l'évolution aussi du nombre de managers dans Sorare pour faire des grosses plus-values. Voilà, good bet volley, j'espère que tu vas suivre des conseils. De toute façon, on peut toujours me contacter ensuite en privé sur Twitter si elle a, et tous les managers pour lesquels j'ai analysé des galeries sur le podcast, s'ils ont des questions par rapport à ça. Voilà Maxime, je sais pas ce que tu en penses. C'est un peu abstrait là, mais j'ai fait ça vite fait. Non, j'ai regardé la galerie. Je suis pas mal d'accord avec ce que t'as dit, mais tu vois, moi je pense j'irai faire une line-up U23 avec ce qu'elle a déjà. Ouais, je suis d'accord aussi. Vraiment, je suis d'accord. Mais il lui faut un gardien, mais le problème, c'est qu'elle doit vendre parce que là, elle a rien dans son wallet et elle veut pas réinvestir. Donc, ouais. Alors après, il y a des midfielders à vendre, je pense, c'est pas mal, mais il y en a beaucoup. mais tu vois, je regardais les rankings sur Hard Data pour aller voir justement, et j'ai vu Ejuke qui a encore 6 mois de U23, qui a 0,014, donc qui est plutôt pas cher et qui est 34e dans le classement. Je pense qu'il y a des bonnes affaires sur les sur les U23 qui ont plus trop de temps à jouer et qui quand même ont des scores corrects. Et je pense il va falloir un peu casser la tirelire pour le gardien U23, mais en vrai je sais pas, attends, je suis peut-être un peu à la rue sur les prix, mais Lafont il coûte combien en U23? Ouais, 182, c'est un peu cher, mais en même temps t'as tellement peu de gardiens U23 dans ce jeu. Safonov, c'est pas mal, hein. Safonov, c'est encore 1 an et demi, c'est moins de 0,1. Il est gardien titulaire avec la Russie aussi. Ouais. Donc il y a la gardien. Donc voilà. Surtout profiter que c'est la trêve. Quand je fais une analyse, je regarde pas tous les joueurs. Parfois oui, mais je donne rarement les noms parce qu'une analyse sur un podcast déjà c'est un peu abstrait, donc ouais. va passer trop de temps. Je regarde un Song Bunken par exemple. Il est classé 4e et il a 0,061 en average sur les 3 derniers jours. Ouais. Et comme tu dis, un Safonov, c'est 0,089 aussi en moyenne. Voilà, il y a la possibilité évidemment d'aller chercher. Il y a des Goatano aussi à 0,047. Après, le gros budget, ça risque d'être l'attaquant, mais de nouveau, rien n'empêche d'aller chercher MLS et Asie et de profiter du prix encore assez bas. Mais... Tu vois, regarde, je fais encore la promo de mon propre site, MDR, mais tu vois, genre maintenant on a T'as raison, hein, c'est incontournable. On a les price pools dans le line-up builder, et si tu vois U23 Limited, en moyenne, les tier 3... t'en as entre 302 points et 234 points, donc 234 points minimum. Et donc, en vrai, ça vaut peut-être même le coup de line-up
faut acheter un forward, je pense. Mais de tenter des line-up U23 sans goalkeeper. Sans ouais. Avec son gardien qui staffe pas là. Moi, je trouve que la concurrence est encore assez faible sur les U23. Et sur les limited en général, et ça vaut quand même le coup de tenter. Tu vois, alors on donne aussi le nombre de line-up possibles en fonction des galeries de chacun. Donc line-up possible, ça veut dire que les 5 joueurs de la galerie de la personne jouent, enfin ont un match. Ça veut pas dire qu'ils jouent. Tu vois, en All-Star Limited, t'en as 12 215 pour la prochaine Game Week. Et pour les U23, t'en as que 2475. Et t'as 532 places payées en U23. Donc la probabilité de faire une reward, elle est beaucoup plus importante. Tu vois, la moyenne, c'est 232,93 pour faire une reward en U23. C'est vrai que c'est peu. Et c'est vrai que la valorisation en général d'une T3 U23, en Limited, je parle, mais même en normal, mais elle est quand même bien mieux valorisée qu'une T3 en Challenger ou en All-Star d'un type qui a déjà un certain âge. Donc je regarde parmi les attaquants, je vois un Zion Fleming qui est quand même un beau joueur, un beau U23. Il est de Fortuna Sittard. Bon, c'est pas une grosse équipe, mais lui il score vraiment pas mal et il est parti. Il a une moyenne de 0,028 les 3 derniers jours. Donc il y a moyen quand même d'aligner des attaquants qui peuvent être décisifs avec des prix abordables. Il y a aussi Ueda, l'attaquant de Kashima par exemple, et lui il est à 0,026. Donc il y a vraiment moyen. Maintenant il faut vendre quelques joueurs, surtout des milieux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop par rapport aux différents postes. Merci pour ton avis Maxime. Avec plaisir. Je voulais juste rajouter un truc, mais tu vois, mais oui, et puis ce que j'adore, et je finis là-dessus, ce que j'adore sur les T3 U23, c'est que en fait, c'est des mecs que tu vas peut-être avoir à 19-20 ans et qui valent absolument rien aujourd'hui, et que t'as un shot à les garder et les revendre plus tard, ou les aligner parce que ils deviennent bons au fur et à mesure. Donc moi, c'est pour ça, j'aime bien les U23 avant les All-Stars. Moi aussi. Et beaucoup de managers aussi. Voilà. Et en général, ceux qui ont déjà des belles galeries, quand ils prennent des petits jeunes comme ça, ils les gardent bien au chaud parce qu'il n'y a pas de précipitation à les vendre pour réinvestir, pour acheter autre chose. Donc on les garde au chaud le temps qu'ils éclairent un peu. Maxime, on va aller vers les questions-réponses. Je vais commencer avec ton joueur préféré. Ton joueur préféré dans la vie réelle est sur Sorare. Et la raison pour laquelle tu l'as ou tu l'as choisi. Alors, j'ai pas de joueur préféré, moi. Je suis pas comme ça, moi. C'est Nantes, quoi. Ouais. En fait, moi, non, mais j'ai une affection particulière pour tous les Nantais, mais tu vois, je suis pas là en train de me dire je vais suivre un joueur toute sa carrière trop bien et tout. Tu vois, Verretou qui a joué à Nantes longtemps. Rome. Je suis toujours et j'aime bien avoir sa carte, tu vois, je l'ai eu en reward, c'était cool. Mais j'ai pas trop d'affection particulière, pour des non-Nantais, on va dire. Et donc, on va dire que j'ai un quatuor de SR qui est Chirivella, Colomwani, Blas et Simon. Et ça, en plus c'est les joueurs qui jouent le mieux à Nantes objectivement, et ça me fait un peu vibrer, quoi. Voilà. Ton plus beau résultat? Alors, mon plus beau résultat, c'est le braquage du siècle en octobre 2020. J'ai les line-up. J'ai retrouvé la line-up. Anthony Lopez, Aaron Cresswell, Declan Rice, Imran Louza et Moses Simon en Champion Europe D2. Donc tous des super rares? Ouais, non, Lopez était en rare, j'ai pas de gardien en super rare. Et en fait, ça a fini premier de super rare, de championnat Europe super rare. Énorme. Parce que Napoli-Juventus avait été reporté. Tu sais, c'était le match où le Juventus était allé sur le terrain et pas le Napoli à cause du Covid, enfin bref. À l'époque, Naples et la Juventus avaient tellement d'influence dans ces divisions-là que ça a eu beaucoup d'influence sur toutes les line-up. Et Cresswell a fait 100, et même les autres avaient pas de score ouf, mais à part ça, ça m'a un peu carry de la line-up. Et donc j'ai gagné Joaquin Correa, qui joue à l'Inter maintenant. Ouais. En unique, puisque c'était l'époque où ils distribuaient des uniques en D2. Wow. Et ça, j'ai pas de... Un magnifique alignement de planètes. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est la cour des miracles, mais là, en SR, parce que j'ai pas de grosses SR, fondamentalement, et ou sinon, je les joue en D3 de toute manière. Et quand ça s'aligne, c'est trop beau, quoi. Je savais pas. Je sais pas quand ils ont changé ça, mais gagner une unique quand t'es premier de D2, c'est quand même topissime, quoi. Ouais, c'était des T2 uniques, et je trouvais ça une très belle mécanique, et ils ont arrêté ça, je sais pas, il y a peut-être un an, un truc comme ça. Et depuis, tu peux plus gagner d'unique en SO5, et je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Il y en a pas mal qui...
fais confiance à Sorare. Je pense jusqu'à présent, ils ont toujours été à l'écoute de la communauté. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'appels du pied pour rebooster, et redonner un intérêt à la D2, parce que là aujourd'hui, il y en a beaucoup qui alignent leurs plus belles essais en D3, malgré le magnifique travail qu'a fait ton collègue Andrew Laird, et qui a montré que il y a moyen de taper des très belles places en D3, surtout All-Star, sans SR, quoi. Exactement. Et ça, c'est un truc que j'ai dit à quelques reprises sur d'anciens podcasts différents, et on n'avait jamais fait le travail un peu deep d'aller voir vraiment la donnée et voir ce que ça donnait. Et là, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est sur YouTube de Sorare Data, allez jeter un œil, parce que ça va vous faire réfléchir sur est-ce que vous voulez jouer le palier ou est-ce que vous voulez jouer la reward, la T1 ou la T2 en Rare Pro. Tout à fait. Ta plus belle récompense, bon, je présume que c'est Rockin' Korea unique. Si tu devais en choisir une autre? Tony Cross. Et alors, je vais te dire un truc, je me suis demandé, j'ai un peu réfléchi pour ça, mais en fait, je me suis dit, ces rewards-là, je me souviens comment je les ai ouvertes et où j'étais quand je les ai ouvertes. Et je me suis dit, si je me souviens de ça, c'est que ça m'a suffisamment marqué. Et puis Tony Cross, c'est dingue, hein, mais c'est vraiment, je me souviens de quand j'ai ouvert le truc et où j'étais. Et Tony Cross, le snowball, il était tellement, j'ai pas trop regardé, mais bon, là, il est à 83 d'L5 et 79 de L15. Il est juste monstrueux. J'ai gagné 9 cartes grâce à lui, dont le Goretzka notamment. Bon, à un moment donné, et Joao Félix. Bon, merci pour tout, quoi. Enfin, c'est incroyable. Que moi, j'ai exactement la même chose, mais pour Kimmich. Je jouais depuis 6 semaines au SO5, même pas, 5 semaines SO5, et puis alignement de planète, parce que j'avais aucune star dans mon équipe, et je gagne All-Star D4, et je me rappelle exactement même de l'heure presque, de l'endroit où j'étais en train de me promener dans les bois avec mon fils, et je reçois le truc, j'étais en train de regarder pour voir si la place tenait, j'étais, je crois, 0,10 points devant Adodjidot, et boum, et quand je vois Kimmich, et de nouveau Snowball, grâce à lui, là, je vais regarder en direct, mais je pense que j'ai gratté, j'ai gagné 20 rewards grâce à lui, quoi. Donc, tu vois, ça c'est hyper fort. Hyper value, ouais. Donc, non, mais ça c'est des sentiments que tu retrouves difficilement ailleurs. Exactement. Alors, le up, mais le down, ton plus gros coup de poisse. Ça me fait rire cette histoire, parce que comme je te disais, j'ai commencé tôt, et j'ai acheté une carte de Jonathan David à l'époque pour 0,01 Ether, donc autant vous dire qu'à l'époque ça valait vraiment genre 2 balles, quoi. Le truc c'était vraiment genre ridicule, et je l'ai revendu x2, 0,02 Ether. Et donc voilà, j'ai fait une belle plus-value, mais complètement manqué le potentiel de ce jeune garçon. Même en limited, il est à plus de 0,1. Ouais, bon, enfin, soit. On va pas revenir dessus. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Ça sert à rien. Bon, les 3 onglets toujours ouverts quand tu es sur Sorare. Voilà, moi c'est Sorare Data, Sorare Data et Sorare Data. Ah tiens, non, en vrai. Non, toi tu utilises quand même autre chose, non? Attends, je réfléchis. En gros, quand parce que je sais que notre système d'alerte sur les blessures, il est pas bulletproof non plus, on va pas se le cacher, mais en fait, il est bien pour dire ok, ce mec, il faut faire attention, surtout. Mais tu vois, quand je suis pas sûr d'un truc, c'est surtout Twitter, et je vais taper. En fait, je trouve que Twitter, c'est beaucoup mieux pour chercher des DNP que Google. Et donc en fait j'ai Twitter à côté et je tape le nom du joueur la plupart du temps, et je regarde si tout va bien. Mais en vrai, si je dois en choisir un, c'est peut-être Transfermarkt, parce que de temps en temps il y a des infos qu'ils ont un peu qu'on n'a pas encore, mais à part ça. Ça serait mes 2 onglets ouverts. Et justement pour les indications sur ton site où on voit qu'un joueur est indisponible ou bien qu'il va revenir dans tant de semaines, vous allez chercher ces informations là où ça? Il y a un site qu'on utilise qui s'appelle TeamFeed, qui fait un taf assez décent, hein, pour le coup, mais en fait vu que c'est fait automatiquement, il y a des problèmes de nom sur certains joueurs, etc. On va changer un peu le système. Déjà en fait on va plus être définitif sur ce qu'on dit, c'est-à-dire que
la Croix-Rouge, elle a disparu du site. Là, il y a juste un symbole attention. Et en fait, maintenant qu'on a un peu plus de données avec Opta, sur les joueurs qui sont sortis sur blessure, sur les joueurs qui ont pris un carton rouge, etc., sur lesquels on n'a pas la confirmation, on va dire, de la suspension ou la confirmation de la blessure sur un truc, sur une source externe, on va aller dire attention, ce joueur est sorti sur blessure au dernier match, faut faire attention, est-ce que c'est grave ou pas, typiquement, et attention, il a pris un carton rouge au dernier match, si on n'a pas eu la confirmation de la suspension. Voilà, typiquement, essayez d'être pas trop définitif non plus, parce que je sais que ça frustre certaines personnes de voir des trucs qui sont pas forcément corrects. Après, il faut bien se rendre compte que personne n'a un système suffisamment correct. Il y a des gens qui disent, c'est clair. il y a des joueurs qui sont déclarés blessés toute la semaine et qui reviennent à l'entraînement le vendredi après-midi et qui jouent parce que ils sont bien pour jouer. Et inversement, il y a des mecs qui chopent le Covid le vendredi soir ou le samedi, qui sont positifs le samedi. Et ça, on peut pas le savoir. Ouais, ou qui se blessent à l'échauffement ou des trucs. Ouais, il y a plein de trucs. Il y a trop de paramètres. Et puis, dernière question, ton joueur à suivre? Mon joueur à suivre. Moi, je vais être nantais encore. Hein. Je pense que je vais rester sur le nantais que je suis et dire Kolo Muani parce que j'ai une super rare et que ça serait bien que plein de gens s'intéressent à ce joueur. Non, Kolo Muani. C'est pas objectif, ça. Ouais, non, mais tu vois, au moins je dis que j'ai une super rare. Tu vois, je suis honnête avec moi-même et enfin avec les autres en disant oui, je bénéficie de cette carte. Non, en vrai. Un joueur lyonnais qui est dans ma wishlist, c'est Castello Luqueba, qui joue en défense centrale à Lyon. J'ai vu 1 ou 2 matchs, ça m'a semblé correct. Et il a 19 ans, donc c'est à regarder. Il est pas encore trop cher, donc je pense que, moi ça me semble cher encore pour un joueur de Lyon, mais en vrai, ça semble être un joueur qui m'intéresse à court moyen terme. Tu l'as vu jouer, certainement. Ouais, j'ai vu jouer le match qu'ils ont ce rôle là contre Bordeaux là, et il était vraiment pas mauvais. Il a fait 79 d'ailleurs ce match-là, et puis il joue, hein. Donc c'est intéressant de voir ça. Il fait 88 contre Metz. Ouais, je donc voilà, à voir. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que je suis pas trop au fait de la situation. Je pense qu'il joue parce que doit y avoir quelqu'un de blessé à Lyon. Ouais, tu vois, Denayer. C'est Denayer, c'est Denayer. Donc il remplace Denayer. Mais en tout cas, c'est un bon prospect pour l'avenir. C'est comme quand Gusto joue à la place de. J'aime beaucoup la Malo Gusto. Je reviens plus maintenant sur le nom du joueur qui remplace, qui joue en équipe nationale française. Léo Dubois. Tu vois là, Léo Dubois, voilà, exactement. Ancien Nantais. Ouais, aussi, c'est vrai. Parti pour 0€. Mais très belle gestion de notre club. C'est oui ou non? Ah non, c'est ironique ou pas? Ah non, on est géré par des gens qui ont un peu de mal avec transférer nos joueurs pour de l'argent. Kolo Muani va partir pour 0€. C'est le meilleur attaquant qu'on a eu depuis 10 ans. Il part pour 0. C'est fou. Ouais. Comme quoi, tu vois, le destin d'un club. Mon objectif secret, c'est de racheter le FC Nantes à terme. Mais bon. Mais je crois que c'est l'objectif de beaucoup de managers. De Sorare. Moi, j'ai des gars qui disent, ouais, mais dis, franchement, t'as pas envie de racheter, tous les managers de Saint-Étienne qui sont pour Saint-Étienne se mettent ensemble, vendent leur galerie, on rachète le club. J'ai dit, ouais, à mon avis, vu de la situation, il serait qu'il doit pas coûter trop cher. Bon, c'est un peu que je suis mauvaise langue. En Ligue 2, ça coûtera moins cher qu'en Ligue 1. Ouais, voilà, ça c'est encore pire, ça, comme mauvaise langue. Non, mais en vrai. T'es tout à fait objectif dessus. C'est tout à fait ça. Mais j'étais dans la même situation. Ça serait catastrophique, mais c'est une éventualité, ouais. J'étais dans la même situation la saison dernière avec Nantes, puisqu'on était en barrage et beaucoup étaient à souhaiter la relégation pour que les propriétaires vendent et que en réalité on soit racheté par des gens qui gèrent mieux le club. Mais en vrai, descendre en Ligue 2, c'est tellement, remonter, c'est pas si simple que ça. Donc non, c'est souhaite tout ça à fait à personne. Un autre football, ouais, c'est clair. C'est vraiment un autre football. J'ai aussi des gars autour de moi qui sont pour Saint-Étienne. Ils disent ouais, mais vivement qu'on descende. Je dis, les gars, c'est un autre sport après. Hein. Vraiment, jouer en Ligue 2, Ligue 1, c'est pas le même foot. Rien ne dit, même en construisant une belle équipe, exactement, qu'on va remonter rapidement. Voilà, ça c'est peut-être la petite parenthèse. Maxime, on va attaquer la dernière partie de ce podcast. C'est de loin le plus long, mais aussi super intéressant, beaucoup. Ce qui est tout à fait normal. Non, mais c'est bien. Je dois m'adapter un peu à tous les invités, et puis un thème n'est pas l'autre, et puis quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui a développé l'application, le side game, c'est pas vraiment un game le plus important autour de Sorare, c'est normal que ça prenne du temps et que ça intéresse, parce que ça intéresse énormément de gens. Alors, je regarde la liste, j'avais préparé la liste de questions que j'avais pris
donc d'auditeurs, de followers sur Twitter et sur Discord, mais il y a quand même pas mal de points déjà qu'on a abordés. Au niveau des nouvelles features, t'en as un peu parlé, t'as rien oublié comme nouvelle feature au niveau de l'amélioration de données? Oh, si. Ah, là, juste après, je vais travailler sur un truc, mais bon, après... Top secret pour le moment? Non, mais en fait, je préfère annoncer les trucs sur lesquels je suis sûr qu'ils vont sortir assez rapidement. On a tellement teasé avec la mobile app pendant des semaines, un peu comme des salauds, je vais le dire clairement, que je préfère faire ça pour les gros trucs et les trucs sur lesquels j'ai un peu un calendrier clair. En gros, des trucs sur lesquels je peux communiquer, c'est on va harmoniser les filtres. Là, sur les auctions, il y a des filtres qui sont sympas. On va les harmoniser sur tout le site, notamment pour les offres. Tu vas pouvoir filtrer un peu granulairement, c'est-à-dire je veux un mec qui a tant de all-around, tant de decisive score, tant de SO5 score sur les X derniers matchs, à tel prix, son prix moyen, c'est ça, etc. Là, vous pouvez le faire sur les auctions et j'aimerais bien le faire sur les offres, un de ces quatre assez rapidement. Et puis, de toute manière, un truc que je dis assez souvent, c'est toute feature qui peut aider les managers Sorare dans leur carrière sur Sorare, puis avec le jeu qui va probablement évoluer, un de ces quatre aussi, c'est clair. Suivre cette évolution-là. C'était une question de Takamine Sorare. Alors, question de Srico. Comment Sorare Data récupère toutes les données? Alors, on a une expertise en récupération de données qui est millénaire, et donc je ne révélerai pas mes secrets. non, on a plein d'endroits où on récupère de l'information, ça sera un peu long. Là, tu l'as expliqué pour les indisponibilités déjà. Ouais, voilà, mais après, maintenant, c'est surtout Opta qui nous fournit de la donnée. Et ça, c'est un grand plaisir parce que en fait, voilà. Donc vous avez un accord direct avec Opta, quoi. Ouais, c'est pas via. On paye Opta. On a un accord sur quelques années et donc toutes les stats et toutes les infos joueurs maintenant. C'est centralisé chez eux, quoi. Alors, question de Enfant de la Lune. Penses-tu qu'un jour il sera possible de faire des essais de line-up, c'est-à-dire que j'ai des joueurs et des line-up en target en tête, sans avoir tous les joueurs, et j'aimerais savoir combien ça aurait scoré sur tel ou tel game week. Ouais, alors ça, donc, ça va arriver. Ce sont des simulations, quoi. Ouais. Non, mais j'ai un truc que j'ai en tête, j'y pensais encore hier. En fait, on va avoir déjà un truc qui va arriver dans pas trop longtemps sur le Lineup Builder, qui va te recréer en gros les dernières Game Week et te dire ce que t'aurais gagné. Alors moi, j'aime pas du tout cette feature, mais on m'a dit de le faire, donc je vais le faire. Quand je dis on m'a dit de le faire, c'est dans l'équipe Sorare Data. Mais je comprends l'intérêt, mais en fait, je trouve que c'est un peu biaisé. Enfin, en fait, l'historique pour moi ne veut pas dire que tu vas gagner cette semaine, tu vois. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui veulent un peu voir est-ce que cette line-up aurait eu du succès à l'époque. Et on peut aussi se dire, si elle a eu du succès avant, il n'y a pas de raison pour qu'elle ait pas du succès à nouveau. Et ça, je veux bien comprendre ça, mais c'est pas un truc que moi qui me semble impératif pour moi, mon expérience de manager. Mais ça, c'est un truc qui va arriver pour le line-up builder. Et oui, alors en fait, c'est un peu une sorte de fantasy line-up builder, mais je veux un truc assez construit et assez intéressant. Moi, dans ma tête, j'ai des trucs avec un budget, c'est-à-dire tu te dis, moi j'ai tant de budget, je veux tel line-up, comment j'y arrive, etc. Et ça, c'est un truc sur lequel il faut qu'on travaille un peu plus que juste moi qui dis il faut qu'on fasse ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Et puis en fait, surtout ce qui m'angoisse un peu, très franchement, c'est surtout sur comment on va aller sélectionner tu vois, comment on va aller trouver une expérience suffisamment intéressante pour que quand tu vas aller chercher des joueurs, ce soit pas le bordel et que tu vas avoir, voilà, c'est surtout sur l'expérience utilisateur qu'il va falloir travailler pour pas que ce soit trop fouillis et que ce soit la meilleure expérience possible. Donc ça, c'est toujours UX, user friendly, quoi. Ouais, et une fois qu'on a le principe, les maquettes en gros, et qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'il y aura dedans, ça sera un truc qui me passionnera tellement que ça sortira rapidement. Super, donc ce sera quelque chose qui sera tout à fait possible dans le futur. Ouais. Autre question de Shahan, est-ce qu'il y a une date prévue pour le retour des Sorare Data Leagues? Ouais, alors c'est fini. J'ai un peu déconné là-dessus, où j'ai dit on va se mettre en pause pendant 1 ou 2 semaines. Ouais, j'ai entendu ça tout à l'heure.
Non, mais ça va revenir. Ça va revenir. Je peux pas dire quand. La réalité, c'est que je peux pas dire quand. Et en vrai, là, il y a un peu des breaks dans le football en général. Donc ça me va qu'il y ait des breaks. Et en vrai, la gestion de la CAN aussi, elle est un peu différente. Donc ça va revenir. Mais je suis incapable de donner une timeline. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne un peu bizarrement en fait, des fois, je commence ma semaine et je me dis, cette semaine, je vais faire ça et je vais le sortir. Et cette semaine-là n'est pas encore arrivée. Mais j'ai pas trop, les priorités sont pas, il y a des gens qui demandent une roadmap précise de Sorar Data. En fait, on a des chantiers qui sont définis, on sait ce qu'on doit faire, mais on n'a pas un calendrier précis parce qu'il y a certaines features qui sont à la priorité, on va dire, à des priorités égales. Et en fait, en fonction un peu aussi de ce que la communauté, ce qu'on crée au niveau de contenu, tu vois, on a parlé des super rares, des points nécessaires pour avoir des rewards, etc. En même temps, on sort le price pool sur le line-up builder aussi. Donc en fait, voilà, en fonction un peu du contexte, les calendriers et les développements évoluent un peu. Et je vais être aussi très honnête sur les side games. Je sais que beaucoup de gens aiment les side games et c'est aussi des opportunités supplémentaires pour gagner des cartes. Mais la réalité, c'est que Sorar Data, avant tout, c'est une companion app et que les side games, c'est un plus. Et c'est pas vraiment notre cœur de métier. Votre cœur business, c'est ça. Je suis ravi de voir d'autres gens qui se lancent. J'ai vu Captain Sorare aussi. Alors, je sais pas du tout comment ça va marcher. Je leur souhaite bon courage parce qu'ils ont l'air d'avoir un business avec des tokens, etc. Mais en tout cas, moi, je suis très content de voir d'autres side games. Ça me fait pas mal de voir d'autres side games qui se lancent parce que nous, on est... en plus, moi, j'ai plein de trucs que je veux faire pour les side games. J'ai plein d'idées. Adapter les terrains qu'on a mis sur le site Sorar Data pour les side games aussi. Avoir une expérience sympa. Rajouter ça sur l'application mobile aussi, mais ça prend du temps et c'est pas la priorité actuellement. J'allais justement, ça c'était ma dernière question à moi. Si parce que finalement t'as pu appliquer ça à Sorare, je présume que tu peux l'appliquer à d'autres play to earn dans le futur, quoi. Ouais, alors là-dessus, bien évidemment, on suivra Sorare où ils iront, mais tu vois, le pitch aussi de Sorar Data, c'est on va se renommer un jour. Genre, on a déjà l'idée assez précise du nom et comment on s'appellera, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais en fait, il y a un truc qui est très spécifique à Sorare et je m'en rends de plus en plus compte, c'est que il y a un lien avec le physique, un lien avec le monde réel qui est assez fort et que pour nous c'est assez évident de lier ces deux mondes, etc., d'aller chercher de la data qui existe déjà et de proposer une companion app autour de ça. Et en fait, il va falloir qu'on soit assez vigilant et assez intelligent sur les projets qu'on choisira d'accompagner aussi, parce que en fait tout n'a pas forcément besoin d'une companion app et il faut que ce soit vraiment pertinent pour les projets qu'on ira choisir. Et surtout, ce que j'ai dit à maintes et maintes reprises, c'est que on veut pas aller sur des projets qui héritent d'un boom parce qu'on est en plein bull run sur les NFT. On veut aller sur des projets qui sont là sur le long terme. Et on a une certitude avec Sorare assez forte. Bon, déjà parce qu'on connaît les gens, mais surtout il y a le backing VC, etc., qui est énorme. Donc on est assez confiant avec Sorare. Et déjà Sorare, ça nous prend énormément de temps. S'ils sortent un nouveau sport dans les mois ou années qui viennent aussi, ça rajoutera du travail. Mais on est à l'affût d'autres companion apps aussi à développer pour d'autres jeux. Ouais, et puis le fait que t'as pas la pression, le Sorar Data n'est pas tokenisé, donc t'es pas non plus obligé de suivre, de délivrer d'abord une roadmap et puis de la suivre à la lettre sous peine d'être sanctionné au niveau du pricing du token. Donc c'est bien, ça permet de pouvoir évoluer dans des bonnes conditions, quoi, sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est pas ma cam, tout ce qui est token, etc. Vous ne verrez probablement jamais de token Sorar Data. Alors au moins c'est clair. Écoute Maxime, on est arrivé à la fin. On pourrait encore continuer. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux auditeurs pour clôturer cette émission? Ouais, je vais faire mon rappel quotidien. Quotidien. À chaque fois que je passe, j'essaie de dire si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer des mails et non pas des DM sur Twitter qui ne sont jamais lus ou très rarement. C'est clair. Donc envoyez-moi un mail à contact@sorardata.com et puis la plupart du temps je réponds, en tout cas j'essaye. Voilà, Twitter c'est très angoissant, Discord j'ai bloqué tout ce qui vient de l'extérieur, donc c'est encore plus angoissant pour moi. Parce qu'en fait on doit t'écrire en français ou en anglais? C'est toi qui gères la mailbox? Je reçois même des trucs en italien, j'essaye de comprendre ce qu'on me dit, mais au moins, en français
français ou anglais, c'est très bien. Non, mais je trouve que en fait, les réseaux sociaux, c'est bien quand t'as un petit groupe d'amis et que tu t'échanges avec des gens, etc., que tu connais, c'est cool. Mais quand tu dois échanger avec des inconnus et que t'en as beaucoup qui arrivent quotidiennement, après ça arrête pas et c'est un peu chronophage et un peu angoissant pour moi personnellement. Mais les mails, c'est super, c'est une très belle technologie et c'est le meilleur moyen de nous parler à nous. Voilà. Tu vois, genre, juste anecdote pour finir, un truc qu'on n'avait pas vu nous, parce qu'on n'est pas trop utilisateur de Limited. En fait, il y a plein de gens qui achètent des Limited, genre pour 4 décimales en gros. Et sur Rare Data, on était sur 3 décimales sur à peu près tous nos prix. Et du coup, ça arrondissait au supérieur globalement. Et en fait, un jour, un mec, avant-hier, ouais, y a quelqu'un qui m'envoie un mail en me disant, ouais, mais en fait, vous avez prévu de changer parce que c'est un peu chiant pour les Limited. On n'a pas la décimale quoi. Et là je fais mais t'as trop raison et j'ai pris genre une demi-heure et j'ai fait j'ai changé les prix et voilà. Et donc en fait ce genre de mail c'est des mails qui sont hyper intéressants quand vous voyez vraiment un truc qui a un besoin genre réel et qu'on n'a pas forcément vu ou que vous voulez vérifier qu'on l'a vu. Envoyez-nous un mail, on lit et on essaie de répondre et ça améliore le site et ça le rend encore mieux et du coup il y a des gens qui nous ont envoyé des messages, vous avez changé, c'est trop cool, on est content. Et tu vois il y a des trucs qu'on manque et donc faut pas hésiter à nous alerter dessus. Voilà. Et pour le coup, t'as été très 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 vite, hein, parce que t'as reçu le truc avant-hier et puis il s'est déjà changé là maintenant. Écoute, le message est passé. Maxime, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir échangé avec moi lors de ce podcast. J'espère que t'as passé aussi un bon moment et écoute, j'espère qu'on se parlera, que ça soit via Twitter, pas via Twitter, j'ai compris, via mail ou via d'autres canaux dans le futur, ça sera avec grand plaisir. Et n'hésite pas si t'as envie de revenir pour une nouvelle annonce ou une nouvelle levée de fonds, on sait jamais. À très long terme. Non, mais mais moi vous l'avez bien vu et entendu, je parle beaucoup. Désolé d'avoir pris autant de temps, mais je pense qu'il y a certains sujets qui méritent un peu plus que certains formats assez courts, etc. Et moi j'aime bien développer un raisonnement, etc. Et parler dans les podcasts sur toute la communauté française, c'est un grand plaisir. Donc avec plaisir pour revenir un de ces 4 pour parler d'autres sujets. Merci beaucoup Maxime. Merci. Je te souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. De même. Salut. On remercie encore notre invité de marque Maxime alias Maxime HG. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorar ou en allant directement sur le site de mediasorar.com. Et si vous désirez que j'analyse votre galerie comme celle de Goodbet Volley, aujourd'hui suivez le compte Twitter de Mediasorar. Alors avant de vous quitter, je voulais remercier Laurent, notre ingénieur du son et monteur du podcast qui fait un travail remarquable et qui sans lui, la qualité du podcast ne serait pas la même. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2022, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorar.com. Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sorar.